Bonjour à tous. La cote d'alerte est atteinte au Cameroun. 13 nouveaux cas positifs ont été enregistrés ce week-end, selon le ministre de la Santé publique. Ils font partie des passagers du vol du 17 mars 2020. Cela fait près de 40 cas positifs du Covid-19. Au regard de la multiplication des cas de coronavirus au Cameroun, le ministre de la Santé publique vient de demander l'aménagement supplémentaire de 50 lits d'hospitalisation et un espace pour l'installation d'un scanner et des équipements dédiés à la prise en charge des cas confirmés de Covid-19. Cette réquisition du centre hospitalier et universitaire de Yaoundé illustre la gravité de la situation sanitaire au Cameroun. Malgré cela, le docteur Manaouda Malachier constate avec regret l'indiscipline, l'insouciance et le refus de certains Camerounais d'observer des mesures d'hygiène appropriées et les règles de confinement. Les mises en quarantaine sont loin d'être respectées. Le cas le plus patent, selon l'opposition, c'est le président de l'Assemblée nationale, Kavaïégué Djibril. Après un séjour en France, un pays à haut risque, il a participé à Yaoundé à plusieurs activités parlementaires en violation des règles de précaution édictées par le gouvernement. Face à cette grave crise sanitaire, le confinement a été imposé à d'autres passagers en provenance d'Europe. La fermeture des écoles, fermeture des frontières, établissements de restauration et la restriction de circulation des personnes et des biens dans les marchés, lieux de rassemblement, lieux de culte et palais de justice sont entre autres les axes majeurs d'une stratégie gouvernementale de riposte qui fait l'objet de critiques en l'absence de couloirs sanitaires. Que valent les protocoles de prise en charge médicale contre le Covid-19 au Cameroun? Qu'est-ce qui explique l'inexistence d'un comité d'experts scientifiques engagés dans la lutte contre cette pandémie au Cameroun? Pourquoi les campagnes de sensibilisation peinent à conscientiser les Camerounais sur les dangers auxquels ils sont exposés? Quel est l'impact de cette pandémie du coronavirus sur l'économie camerounaise? Comment renforcer la stratégie de prévention et améliorer les capacités de prise en charge pour enrayer la pandémie du coronavirus au Cameroun? Ces préoccupations majeures surviennent au moment où le pays porte le deuil avec la disparition d'un célèbre capitaine d'industrie. Fotso Victor est mort des suites de maladies. Son parcours atypique de bâtisseur, créateur de richesses, philanthrope et homme politique réputé proche du chef de l'État continue d'inspirer des générations de Camerounais. Quel héritage lègue-t-il à la prospérité? Mesdames, Messieurs, ces problématiques constituent le fil Ariane de droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des experts de haut vol. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, réalisée en direct de Yaoundé, je reçois sur ce plateau le professeur François-Xavier Mbopi-Keou. Bonjour. Bonjour, monsieur Noufélé. Je précise que vous êtes professeur titulaire de microbiologie et virologie médicale. Vous êtes chef de département de microbiologie, hématologie et maladies infectieuses à la faculté de médecine et des sciences biomédicales à l'université de Yaoundé 1, membre de plusieurs comités scientifiques onusiens. Vous avez également publié de nombreux travaux scientifiques dans des revues internationales. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci, monsieur Noufélé. J'aurais dû dire d'emblée que je vous sais gré pour l'honneur que vous me faites de participer à cette émission. Permettez-moi également de demander la permission à vos millions de téléspectateurs pour l'intrusion dans leur foyer. Mais permettez-moi surtout d'emblée de dire ma surprise et mon étonnement quand j'ai appris des quatre coins du globe, des collègues avec qui nous travaillons au quotidien, qu'ils nous suivaient en direct dans des points précis. J'aimerais rendre un hommage précis et particulier au professeur Jacques Accard, le maître de la microbiologie française qui a plus de 90 ans et qui nous regarde à l'heure où je vous parle. Les professeurs Marc Gentilini, le professeur de l'infectiologie en France, et Luc Montagnier. Transmettre leurs connaissances, pour moi, est un acte courageux. Mais cet acte, pour le virologue que je suis, devient contagieux, car il demande le don d'une partie de soi. Permettez-moi également de dire un mot envers Peter Piot, directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui nous regarde et ancien patron de l'ONU-SIDA. J'aimerais également dire un mot à toute l'équipe scientifique que dirige le professeur Jean-François Delfrécy, qui, avec nous, est membre du STAC,
des Nations Unies et de l'ONU-SIDA. Jean-François Delfrécy conseille le gouvernement français dans son équipe. On a des chercheurs que nous connaissons déjà, Didier Raoult à Marseille et Yazdan Ovanessian. Il est important de dire ici que l'équipe de Yazdan met à notre disposition toute la technologie française. Maintenant, il paraît également urgent et important de remercier Antoine Andromont et Laurent Bellec, des virologues de renom. Permettez-moi de faire une digression sur le docteur Zhong Wu, qui coordonne la réponse chinoise et qui nous regarde aujourd'hui. Et enfin, oui, docteur John Kengasson, patron de la réponse africaine, qui est avec nous aujourd'hui, et l'ambassadrice Deborah Burt, qui coordonne la réponse américaine. Et on parlera justement de toutes ces expériences et ces personnalités. C'est important de rajouter que pour Madame Deborah Burt, j'ai une attraction purement intellectuelle. Merci, professeur François-Xavier Mbopikeou, professeur titulaire de microbiologie et virologie médicale. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et juste en face de vous, docteur Apollinaire Oko, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour aux différents panélistes et bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Vous êtes médecin, secrétaire national chargé des questions de santé au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, l'honorable député Samuel Motte. Bonjour. Bonjour Cédric, merci pour l'honneur que vous faites de m'inviter à votre plateau de Yaoundé. C'est la première fois pour moi. Mais je ne voudrais pas vous remettre la parole sans que vous me donniez la permission de saluer Luther Meka, que j'estime que vous avez maltraité sur votre plateau la semaine dernière. Je vais... Non, vous le savez... Non, député, je vous en prie. Vous avez utilisé un terme qui peut paraître prêter à confusion. Sur le plateau de droit de réponse, vous me laissez terminer à ce le traitement que nous réservons à nos invités est un traitement ce que vous avez fait avec Luther Meka, parce que vous lui avez infligé un cours d'éthique et de journalisme. À la fin, vous n'avez pas donné la possibilité de répondre. Et donc, si également vous ne pouvez pas souffrir que je vous le dise, je l'aurais dit en 2 minutes. Merci, honorable Samuel Motte, député RDPC, donner des cours de journalisme, parce que nous sommes d'abord journalistes, dans une chaîne professionnelle dont la compétence et la qualité de nos informations, de nos plateaux, et de l'équilibre, je vous en prie, et de l'équilibre sur les plateaux s'illustre encore aujourd'hui, où nous sommes en direct de Yaoundé, avec des experts de renommée internationale et des représentants des formations politiques qui ont leur mot à dire sur la stratégie de riposte contre la pandémie de coronavirus. Vous permettrez, Samuel Motte, avant que vous ne puissiez réagir dans le cadre de cette émission, que j'introduise Edmond Kangia. Bonjour Edmond. Bonjour Céline Félé, je salue les co-panélistes, et notamment l'expert, le professeur Mbopikeou, qui nous a fait l'honneur d'être présent sur notre plateau, alors qu'il aurait bien pu aller ailleurs où il est très sollicité également. Merci beaucoup professeur. Je salue humblement tous les téléspectateurs fidèles de l'émission Droit de réponse en ce moment grave de notre vie nationale. Vous êtes consultant sur Droit de réponse, l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression. D'entrée de jeu, professeur François-Xavier Mbopikeou, c'est à travers un tweet du ministre de la Santé publique que les Camerounais apprennent la confirmation de 13 nouveaux cas positifs au Covid-19. Tous étaient passagers du vol du 17 mars 2020. Quelle est votre analyse de ces statistiques et la situation sanitaire actuelle concernant cette pandémie de coronavirus au Cameroun? Monsieur Cédric Noufélé, on ne saurait répondre à cette question sans faire un peu d'historique. Quand on aime la science, disait Auguste Comte, il faut en connaître l'histoire. Mais je ferai une histoire très, très brève. Et il y a de cela 2 jours, monsieur Jacques Attali, romancier, écrivain, politique, qui a aussi une dimension économique très reconnue, a fait une réflexion, un billet qu'il a publié, comme il en fait souvent, en disant pandémie du coronavirus, que naîtra-t-il? Il est important de rappeler ici que nous sommes en guerre. Il faut le dire, nous sommes en guerre, mais nous n'adoptons pas les comportements de guerre. Que naîtra-t-il? On sait très bien qu'au XIVe siècle, en France, ça c'est l'histoire, la peste avait commis des ravages et des désastres, et nous savons qu'elle réduisit la population européenne de plus d'1 quart.
Ayant dit ceci, nous devons prendre l'ampleur de la pandémie, à se demander que dira-t-on à nos enfants qui nous regardent, à nos personnels ménagers, à ces gens dans les rues qui attendent, pour qui la parole de l'homme de science est attendue. Mais le plus grave encore, que dit Jacques Attali, c'est le bouleversement total de notre société. Et en fait, quand la parole publique est remise en cause, je prends l'exemple du politique et du religieux. Le politique, incapable de sauver des vies, et le religieux, incapable de donner un sens à la mort. Ayant dit ceci, nous pouvons revenir, ayant parlé de bouleversement, nous devons revenir maintenant à la dynamique même de la transmission du virus. Peut-être, sans commenter le tweet de M. le ministre de la Santé publique, avec vos permissions, on pourrait seulement rappeler à notre mémoire la dynamique de la transmission de cette pandémie dans le monde, où une personne s'infecte quasiment toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes. Et au Cameroun, on compte déjà 40 cas oui, de Covid-19. Comment expliquer cette propagation rapide et qui sont essentiellement des personnes venant de l'étranger, des différents vols qui ont récemment atterri au Cameroun? Vous me donnez là l'occasion d'expliquer, tout au moins de réexpliquer la dynamique de la transmission virale en 2 mots. La transmission virale d'une personne index à une autre dépend principalement de 3 facteurs. La charge virale du virus, la quantité de virions qui circulent dans notre sang, le taux d'anticorps que nous avons. Je parlerai tout à l'heure du déterminisme biologique et social. Plus nous sommes bien bâtis, plus on réagit plus vite. Et plus nous sommes pauvres, plus nous sommes assujettis. Et maintenant, la virulence. J'ai parlé ici de la charge virale circulante, du taux d'anticorps et la virulence. Maintenant, parlons de cette dynamique. Il se trouve que dans la réplication virale, nous avons ceux qui sont des porteurs asymptomatiques, qui ne transmettent pas le virus, entre guillemets, mais qui sont susceptibles de transmettre le virus, et ceux qui sont infectés. Pour dire que quand vous déclarez 40 personnes infectées, mon souci, c'est toutes ces centaines de personnes qui sont asymptomatiques et qui sont susceptibles, dans les jours, les heures qui suivent, faire une infection, c'est-à-dire détectable par les signes cliniques. Si vous voulez que je vous dise quelque chose, peut-être on va revenir là-dessus. Quand l'infection commence, peut-être on pourra embrayer sur les mécanismes de transmission dans la réponse biologique. Parce que c'est la réponse biologique qui éclaire la réponse clinique. Même si la clinique peut prendre l'avance là-dessus. Quand je suis infecté, il faut environ 4-5 jours que la technique moléculaire se mette en branle. La charge virale est élevée. Donc, les virus sont auto-élevés. Et les travaux du docteur Liu de Chine, Zhong Yu, qui est d'ailleurs en ligne avec nous, démontrent de manière péremptoire qu'elle est élevée entre 3 et 6 jours et commence à décliner jusqu'au 15e jour. Elle décline. Par contre, les anticorps de l'individu commencent le chemin inverse à partir de 6 jours et sont à un pic élevé. C'est pour dire, la science est basée sur la connaissance et des faits, disait Buffon dans l'Histoire naturelle. Et il n'y a plus haï que celui qui dit la vérité, disait Platon. Je me dois de dire la vérité virologique. Quand elle monte, ça veut dire que la technique de biologie moléculaire n'est plus à même de détecter tous les patients porteurs du virus, parce que moins j'ai les charges virales, moins j'ai la capacité de détecter. Quelle est la situation actuelle au Cameroun aujourd'hui concernant cette pandémie de coronavirus au regard du nombre de cas déjà enregistrés, docteur? Je ne saurais vous donner la situation actuelle, n'étant pas en charge des données biologiques. Mais je pourrais vous dire, tout au moins décliner, ce qui me semble, à la lumière des échanges que j'ai au quotidien avec mes collègues français, mes collègues américains et chinois, et ce que j'ai aussi comme échange avec mes collègues de Dakar. Je salue
le professeur Suleiman Boub et le professeur Abdou Salam, qui est responsable de la riposte au Burkina Faso, et enfin le professeur Jean-Jacques Mouyembe, virologue, patron de l'INSB de Kinshasa, co-découvreur du virus à Ebola, qui coordonne la réponse quinoise. Merci. Après vous, docteur Apollinaire Oko, on note 40 cas déjà de Covid-19, 13 annoncés ce week-end, asymptomatiques selon la précision faite par le ministre de la Santé publique, lui qui demande la libération d'une 50aine de lits au CHU de Yaoundé et un espace dédié pour des équipements en vue d'une prise en charge médicale d'éventuels cas de Covid-19. Comment appréciez-vous cette stratégie de riposte du gouvernement face à cette pandémie de coronavirus? Nous pensons que dans la stratégie mise en place par le gouvernement, et notamment par le ministère de la Santé publique, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Parmi les points positifs, et nous l'avons salué, le président Kamto l'a salué dans sa déclaration du 19 mars, il y a toutes ces mesures, n'est-ce pas, qui visaient à mettre sur pied une distanciation entre les Camerounais. C'est notamment l'arrêt des cours dans les écoles et dans les universités. C'est notamment la fermeture des frontières, même s'il faut reconnaître que les fermetures qui ont été annoncées fermées le 17 l'ont été partiellement réouvertes le 18. Mais nous avons salué à sa juste mesure les mesures qui ont été prises, parce qu'elles sont de nature, il faut le dire, à préserver la santé des Camerounais. Mais il n'y a pas que du bon, malheureusement. Il y a aussi du moins bon. Et ça, déjà, depuis notre déclaration du 4 mars, nous avons mis le point sur des mesures que nous estimions être importantes dans la préparation alors de la lutte contre le Covid. Il dit préparation parce que le 4 mars, quand le MSC produit la déclaration, il n'y a pas encore de cas infectés au Cameroun. Alors, nous avons par exemple dit à ce moment-là qu'il était important de former le personnel, n'est-ce pas, à la gestion du Covid. Il faut rappeler que la menace à laquelle fait face le monde est une menace nouvelle. L'humanité la découvre en décembre, et donc il faut que chaque pays se donne les moyens humains, les moyens logistiques pour y faire face. Nous avons donc pointé du doigt le 4 mars cette insuffisance-là qui consistait, n'est-ce pas, à demander au gouvernement de former suffisamment de personnel pour que ceux-ci soient à même de pouvoir prendre en charge la maladie. Tout à l'heure, le professeur a dit que nous sommes en guerre. D'autres politiques l'ont dit dans d'autres pays. C'était vrai, nous sommes en guerre. Mais pour que ces guerres soient donc gagnées, il faut donc que ceux qui sont les soldats en première ligne de cette guerre-là, à savoir le personnel de santé, soient capacités pour être à même de prendre en charge le cas quand ils surviennent. Nous avons également mis le doigt sur notre problème qui était pertinent pour nous. C'était celui des centres de traitement. Ce n'est que hier, dans le dernier rapport de situation rendu public hier, que le ministre envisage, n'est-ce pas, la formation du personnel dans les jours qui suivent. Et c'est le 17 que le ministre a demandé à ce que les responsables régionaux de son ministère lui désignent dans leurs régions respectives des hôpitaux, des formations sanitaires dans lesquelles on pourrait prendre en charge. Nous estimons donc qu'il y a eu du retard. Certaines mesures. Nous estimons également que certaines mesures prises, il y a eu des imperfections. Lesquelles, par exemple? Par exemple, le fait de réquisitionner les hôtels sans que l'on ne prenne la peine obligatoire, n'est-ce pas, de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Je prends par exemple les mesures d'asepsie. Lorsque vous voulez réquisitionner un hôtel, vous avez l'obligation morale et technique, n'est-ce pas, d'y faire de l'asepsie avant, pendant et après. Vous avez l'obligation également de préparer le personnel sur le plan pratique, sur le plan psychologique, à accueillir dans son établissement de nouveaux cas. Toutes ces choses n'ont pas été faites et nous avons produit un communiqué le 19 pour mettre en lumière nos propositions pour que la réponse que le Cameroun donnera, n'est-ce pas, à cette maladie, à cette véritable épidémie, que ce soit une réponse concertée qui permette de garantir la santé à chaque Camerounais. Alors, concernant ces mesures, honorable député Samuel Motte, le MRC a évoqué le cas du président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Guédibril, qui, revenant de France, a assisté aux activités parlementaires. Pourtant, il était recommandé, selon le ministre de la Santé publique, de se mettre en quarantaine afin que tout un chacun puisse se rassurer
qui ne présentent pas les symptômes et les signes de cette pandémie de coronavirus. Comment expliquer cette attitude? Bah écoutez, vous n'allez pas me mettre en face de l'OMRC parce que l'OMRC n'est pas en situation aujourd'hui de prendre un certain nombre de dispositions pour pouvoir assurer sur le plan du terrain la protection des Camerounais. Et donc, effectivement, c'est très bien quand on est très loin du champ de combat d'asséner un certain nombre de vérités. L'histoire nous démontre également que lorsque évidemment on est en situation de le faire soi-même, des difficultés peuvent se dessiner. Vous me parlez de la mise en quarantaine, je voulais seulement vous renseigner. Mais encore là, tout à l'heure, j'ai souffert de ce que vous m'avez coupé la parole, j'espère que vous ne le ferez pas une seconde fois. Nous devons savoir que la mise en quarantaine obligatoire a été décidée pour les vols, je crois, qui atterrissaient le lundi, et le président de l'Assemblée nationale est rentré, il me semble-t-il, soit le samedi ou le dimanche. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas encore de mesure de mise en quarantaine. Mais il y avait un message du ministre de la Santé publique qui appelait à la mise en quarantaine volontaire de tous ceux qui étaient passagers de ces vols qui ont atterri le week-end. Oui. C'est la précision que je voulais apporter. Oui. Le ministre de la Santé publique a appelé à une prise de conscience Oui. de la part de tous les passagers de ces vols qu'ils se mettent eux-mêmes en quarantaine, mise en quarantaine volontaire, pour éviter d'être en contact avec leurs proches, avec leurs collègues, afin de se rassurer s'ils ne présentent pas les signes. Considérant qu'elle était une mise en quarantaine volontaire, mais également on peut se mettre en quarantaine volontairement, y compris à l'intérieur de son propre foyer. Donc, quand on parle effectivement de mise en quarantaine volontaire, ça veut dire également qu'on laisse le choix aux citoyens de décider dans quelles conditions ils le faisaient. Et pour ce qui concerne effectivement cette mise en quarantaine obligatoire qui intervient un peu plus tard, effectivement, vous avez vu également que là aussi, le ministre de la Santé, qui est ministre du RDPC, a tenu à ce que, quelles que soient les personnes qui étaient touchées, quels que soient les gens qui étaient concernés par l'ensemble des vols qui étaient incriminés, que cette mise en quarantaine-là puisse être effective. Bien entendu, à travers un certain nombre de communiqués, mais là également, on voit très bien qu'on cherche des solutions qui puissent permettre de protéger les Camerounais. Il y a un certain nombre de personnes qui ont certainement, qui sont mis en maille de la quarantaine, qui sont recherchées aujourd'hui, pour la plupart également qui ont été retrouvées. C'est de dire effectivement que l'État veille à ce que la santé des Camerounais puisse être protégée. Maintenant, il peut y avoir des défaillances de telle manière, ici ou là, parce que effectivement c'est un virus que personne n'attendait. Ces mêmes défaillances dans tous les États ont été décriées, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Italie aujourd'hui, qui nous affichent des taux de mortalité assez élevés. Mais au Cameroun également, on peut se satisfaire. Parce que là également, vous avez parlé de code d'alerte. Oui, effectivement, c'est un virus qui est en train de nous attaquer. Donc, on espère très bien qu'il ne va pas atteindre un certain nombre de sommets. L'État, aujourd'hui, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, à travers les décisions également qui sont prises par le chef de l'État, parce que là également, ce n'est pas une petite décision que de dire effectivement qu'on ferme ses frontières. Il y a des États tels que le Gabon tout autour de nous qui sont précipités à le faire. Espérons que ça va leur porter bonheur. Mais en ce qui concerne les mesures qui devaient être prises aujourd'hui sur le plan, là également, j'ai entendu également un certain nombre d'évocations, un certain nombre de références, un certain nombre de citations, un certain nombre de clins d'œil qui sont faits aussi ou là. Les informations qui sont aujourd'hui sur le plan mondial sont tout à fait partagées. Et il ne faut pas penser que les scientifiques qui sont au Cameroun ont des oreilles fermées par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est très souvent, nous tirons de l'expérience chinoise, nous tirons certainement de l'expérience également française, nous essayons dans une moindre mesure de tirer des expériences ici ou là, mais je souhaiterais que l'on soit également en harmonie en disant, à partir du moment où il y a ce virus qui commence effectivement à mettre à mal le tissu social, l'économie, le tissu sanitaire du Cameroun, il faudra qu'on se mette en marche. Je voudrais faire une référence forte à l'ensemble des comportements que l'on observe en France, effectivement, qui consiste à dire que l'on soit de LR, le Parti républicain, que l'on soit de LRM, que l'on soit du Parti socialiste à 20h, on se met à la fenêtre et on a produit le personnel de santé qui est au front pour lutter. Cette clivage-là que l'on veut me rabâcher chaque instant en disant telle personne a dit ceci, telle autre personne a dit ça. Oui, effectivement, nous pourrons également prendre ça pour des suggestions, mais à condition que ce soit fait à dessein, en disant qu'effectivement, c'est des suggestions que nous donnons pour pouvoir faire en sorte que ce n'est pas une histoire de dire je vais vous mettre en relief pour pouvoir dire ah, c'est moi qui ai proposé la meilleure solution qui n'a malheureusement pas été appliquée. C'est totalement, en ce qui me concerne, totalement contre-productif. Samuel Motley, il a fallu quand même attendre le 17 mars pour que le Premier ministre... Il a fallu attendre le 17 mars pour que le Premier ministre énonce des axes de la stratégie de la riposte globale du gouvernement. Pourtant, les premiers cas ont été déclarés bien plus tôt et l'on a vu d'autres pays
sur le plan international, qui n'ont pas pris la mesure du danger auquel ils étaient exposés. Comment expliquer ce que d'aucuns qualifient de retard dans la réponse face à cette pandémie-là? Attendez, c'est vous me parlez du 17 mars aujourd'hui. J'ai également vu les gens hurler dans les réseaux sociaux en disant, à partir du moment où l'OMS a annoncé un certain nombre de financements, de manière artificielle, le gouvernement camerounais est en train d'inventer des cas. Ce cas auquel vous faites référence aujourd'hui, là également, c'est quelqu'un qui voyage, qui vient nous rendre visite et qui apporte. On peut se donner le temps nécessaire d'attendre en disant que à ce moment-là, si c'est un cas isolé, cas zéro, à ce moment-là, on pourra prendre des dispositions nécessaires. Mais à partir du moment où on a un deuxième cas, un troisième cas derrière, oui, effectivement, ça demande une réponse. La réponse, on ne la fait pas ex nihilo, on le fait sur la base d'un certain nombre de constatations, sur la base d'une courbe d'expérience qu'on observe, sur la base d'un certain nombre d'observations empiriques. Et à ce moment-là, on dit, il faut peut-être graduer. Écoutez-moi bien. Si on commence à asséner une artillerie de réponse, mais là également c'est quelque chose, un comportement qui est partagé par tout le monde. Il ne faut pas pousser aujourd'hui les Camerounais à la psychose en annonçant un cas sur l'autre. Effectivement, quand il y a un cas qui se déclare, très bien, on est bien obligé sur le plan éthique et sur le plan de l'honnêteté de déclarer effectivement qu'il y a un cas nouveau qui s'est déclenché. Mais ne mettez pas une pression supplémentaire aux populations parce que là, tout à l'heure on va parler des aspects économiques. Si vous mettez une population sous pression, vous ne savez pas très bien quelles sont les conséquences qui ont été, qui peuvent en découler. Mais dans le cas de la date que vous mettez en relief, le gouvernement a pensé que c'était la bonne date pour pouvoir déclencher un certain mouvement. C'est également de son ressort de penser, effectivement, de fixer le timing par rapport à quel moment il prend telle ou telle décision. Après vous, Samuel Motin, Edmond Kandia, sur la stratégie de sensibilisation des Camerounais, très peu prennent conscience de la situation dans laquelle se trouve le Cameroun, avec près d'une quarantaine de cas déjà déclarés. On a suivi le ministre de la Santé publique se plaindre dans ses tweets de ce qu'il y a une insouciance et un refus de pouvoir respecter à la fois les règles d'hygiène et les règles de mise en quarantaine édictées par le gouvernement. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? Effectivement, le ministre de la Santé, M. Malaouda Malachi, que je trouve personnellement très volontaire dans cette bataille pour la riposte, a fait un tweet dans lequel il s'inquiète, il semble très préoccupé de ce que beaucoup de Camerounais ne prennent pas très au sérieux les mesures qui ont été recommandées par le Premier ministre et par le gouvernement dans l'ensemble. Des mesures d'hygiène et de sécurité, comme vous l'avez dit, mais aussi des gens qui mettent en péril leur propre santé et celle des autres. Et tout à l'heure, vous posiez la question à M. Samuel Motte sur la situation particulière du président de l'Assemblée nationale. Et je n'ai pas l'impression qu'il ait apporté la réponse que nous attendions, que les téléspectateurs attendent. Parce que le président de l'Assemblée nationale, son honorable Kavaé Yégué Dibril, il revient d'Europe, de France, et quelques heures après, il se retrouve à l'Assemblée nationale. Alors que l'on se serait attendu à ce que ils se mettent même volontairement, comme l'a dit le ministre de la Santé, dans un confinement volontaire d'au moins 14 jours. Il s'est précipité à l'Assemblée nationale pour avoir tous ces attributs du président de l'Assemblée nationale, pour avoir notamment ce fameux drapeau et tout ce qui s'y accompagne en termes de montant d'argent sur lequel je ne reviendrai pas. C'est pour dire que à partir du moment où une personnalité de ce niveau est incapable de suivre une recommandation pertinente d'un membre du gouvernement, du ministre de la Santé, ne vous attendez pas à ce que le Camerounais lambda puisse suivre les recommandations d'un membre du gouvernement. Quand une personnalité de ce niveau, président de l'Assemblée nationale, qui a même mis en danger, et ça il faut le dire, et je sais que le professeur Bopikeo qui est sur ce plateau ne pourra pas me démentir, il a mis en risque la santé de l'ensemble des parlementaires. Sur le terrain politique. Monsieur Samuel Motte, vous permettez que je déroule? Vous me coupez tout le temps, allez-y. Est-ce que vous savez que lorsque le président de l'Assemblée nationale n'a pas observé ce minimum de règles barrières, il vous a mis dans une situation inconfortable, vous et l'ensemble de tous vos homologues de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous le saviez? Attendez, c'est une question rhétorique. Parce qu'il m'a posé une question, je continue à répondre à cette question. Pour dire que quand j'observe monsieur le ministre de la Santé, je le sens gêné, je le sens embarrassé. C'est quelqu'un qui a l'intention d'aller plus loin dans la riposte. Mais j'ai le sentiment
qu'il fait face à une adversité forte au sein du sérail, au sein du régime. Et j'ai cité tout à l'heure une personnalité qui aurait dû, pour montrer l'exemple, se mettre dans une situation que les chercheurs, que l'ONU, l'OMS prescrit en ce moment. C'est pour dire, avant de chuter, que nous sommes dans une situation très grave. Quand en l'espace de 2 semaines, nous passons du premier cas au 40e cas, et que nous n'avons pas le sentiment que dans nos hôpitaux de référence, il y a suffisamment de ressources, en personnel, en matériel, en logistique, pour pouvoir s'occuper des malades. Je suis très inquiet. Il y a 12 000 décès dans le monde du fait du coronavirus. Ils sont 582 décès déjà en France, 1326 en Espagne, plus de 3000 en Italie, où en quelques heures, on a observé près de 800 morts en 24 heures. Et nous attendons au Cameroun de vivre la situation que connaît l'Italie aujourd'hui, quand des gens refusent d'aller en quarantaine pour le confinement, et des personnalités de la République, il faut s'en inquiéter, M. Motte. Après vous, Edmond Kanga, j'aimerais donner la parole à l'expert en microbiologie et virologie médicale, professeur François-Xavier Mbopikeou, sur la stratégie de riposte gouvernementale contre cette pandémie qui a été déclinée dès le 17 mars 2020. Bien avant, le ministre de la Santé publique a multiplié les messages appelant les passagers des vols venant des pays à haut risque à se mettre en confinement de façon volontaire. Comment appréciez-vous ce protocole déjà? Oui, monsieur Noufélé. J'aimerais vous dire que si je connaissais la configuration de l'émission, sans doute je l'aurais refusé. Pourquoi? Je venais dire la science et ensuite à vous de débattre. Vous êtes la voix qui dit la science. C'est moi qui dis. Et de pouvoir faire des précisions sur tout ce qui peut être dit. Vous pourriez me demander des commentaires sur certaines précisions. Ou des précisions. Vous avez la parole. Je pense que d'abord, nous devons être dans le combat d'après. Et nous sommes en retard dans le combat d'après. Premièrement. J'aimerais dire ici et maintenant, parce que je vais être en accord avec ma conscience. Je connais les expériences d'ailleurs, et même des pays moins nantis que nous, et qui nous regardent. Je ne veux pas être celui qui aura honte de regarder ses enfants, ses employés, ses collègues en face. J'aimerais me dire que j'ai été du bon côté de l'histoire. Mon fils me dit, papa, c'est toi qui fais les virus, sauve-nous. Il se dit que la science a fait de nous des dieux avant que nous ne soyons des hommes, disait Jean Rostand. Les gens nous regardent, la parole est attendue. Donc, je me dois de me regarder et peut-être de mourir mes armes à la main. Ayant dit ceci, j'aimerais qu'on se comprenne, que ceux qui me regardent, je parle pour mon jeune collègue, le professeur Abdou Salam, qui est au Burkina. Il attend ma parole. Je parle pour mon collègue, le Souleymane Mboup à Dakar. Il faudrait qu'on entende. Aujourd'hui et maintenant. Je l'avais écrit dans Cameroun Tribune le 9 mars dernier. La situation n'est pas inquiétante. Mais si on n'applique pas les mesures préconisées, nous irons jusqu'à fermer les frontières, fermer des écoles, ne vous embrassez pas. Et j'ai insisté en anglais dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, parce que la parole de l'État, si elle n'est pas respectée, elle va demain répondre des morts. J'ai dit le lendemain, ne vous serrez pas la main, ne vous embrassez pas, même dans nos églises. Mes amis qui me regardent, on s'embrassait et on me prenait pour un rigolo. Vous l'avez dit, vous pouvez rappeler la date ayant le 9, c'est dans Cameroun Tribune. Oui, c'est dans Cameroun Tribune. Maintenant, laissez-moi, monsieur Noufélé, décliner les propositions. Sinon, vous allez peut-être m'obliger de partir. Vous savez très bien que les concurrents m'attendent. Professeur François Xavier, voilà. J'aimerais qu'on puisse permettre aux Camerounais de comprendre un peu la situation actuelle. Allons point par point. Permettez-moi. Sur la stratégie. Laissez-moi décliner ce qu'il faut faire avant que nous voyons ce qu'on n'a pas fait. Parce que vous avez... Laissez-moi décliner ce que nous faisons. J'ai dit, et je répète, quand il y avait un cas, j'ai dit, s'il n'y a pas de mesure, on ferme. Imaginez un cas qui se balade et qu'on n'a pas maîtrisé ni lui ni les contacts. Ouais. Mon souci, monsieur Noufélé, c'est de dire, je ne suis pas inquiet s'il y a 500 cas demain. Je vais vous dire pourquoi. Il y aura peut-être 500 cas demain. J'apprête l'opinion à la base des questions scientifiques. Est-ce que quand il y a le tuberculeux à Jamo, ça vous inquiète? C'est le tuberculeux qui se balade sans le savoir, qui est plus dangereux que celui dont les personnes contactent. Ceci dit, aujourd'hui, la donnée épidémiologique est dynamique.
C'est-à-dire, on s'adapte au message. Ceci dit, aujourd'hui, je demande et je dis qu'à la base scientifique, nous devrions être en quarantaine entièrement dans le centre, dans le littoral et dans l'ouest. Parce que chacune de ces régions a connu un cas. Ça, c'est un fait. Et nous ne connaissons pas les contacts. Nous devons être en quarantaine totale. J'irai maintenant plus loin en disant, ayons le courage. Vous voyez que les mesures de la quarantaine sont évolutives. J'ai dit que nous nous barricadons et nous fermions les frontières. Le président Kagame et mon ami le docteur Fanuel Abimana, patron de l'OMS au Cameroun, qui est du Rwanda, qui nous regarde, sait de quoi je parle, de l'exemple rwandais. Les frontières sont fermées. On ne connaît pas ceux des porteurs silencieux qui sont dans une dynamique réplicative. C'est ça qui m'inquiète. Ayant dit ceci, j'appuie ces propos à la base du mathématicien-chercheur Bruno Marcos qui nous regarde à l'heure actuelle. Il est chercheur mathématicien à l'université de Côte d'Azur en France. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Marcos? Si la France n'avait pas fait le confinement, la situation aurait dû tripler tous les 3 jours. Tripler. Aujourd'hui, prenons les faits. 21 février, 5 pays européens, Italie, France, tout ça, comptent moins de 25 cas. Et 3 semaines après, ils comptent des milliers de cas. Des milliers de cas. C'est le fait têtu. J'ai les arguments scientifiques. La réplication rectovirale s'effectue par dizaines, par milliers. Et je dis bien que les virus ont une longueur d'avance sur nous. Ils avaient 46 jours d'avance sur la Chine. Ils avaient 9 jours d'avance sur l'Italie. Le 9, le cas étant venu au Cameroun une dizaine de jours avant, vous voyez l'avance du virus. Ayant dit ceci, voilà pourquoi je justifie le confinement. Que ceux qui nous regardent comprennent. Deuxième chose, j'aurais 10 propositions à faire. Vous allez devoir m'écouter. Deuxième chose, ayant parlé du confinement, et expliquer et de dire que nous fermions, pas demain, pas après-demain, maintenant. Parce qu'ils sont dans la nature, ils se touchent, ils se regardent. Les gens de l'avion, certains sont encore terrés chez eux. Qu'ils sortent et qu'ils se déclarent, qu'ils sauvent nos vies, qu'ils sortent. C'est criminel de ne pas le faire. Mais nous aurions dû avoir le listing de Air France aussi. Ça, il faut le dire. Air France a le listing, SN a le listing. Ça, c'est un autre débat. J'ai parlé de confinement. Mais j'aurais dû, avant de parler de confinement, revenir sur la notion principe. Où est le comité scientifique connu qui guide le gouvernement et les comités spécialisés chargés de décliner la réponse? Quel est l'intérêt de ces 2 instances dans le cadre d'une stratégie de riposte contre une pandémie? C'est tout simplement parce que quand on communique, chacun sait ce qu'il a à faire avec les moyens qu'il a. Et que nous déconcentrons. Allez sur Internet, cherchez comité scientifique français. Vous allez voir Jean-François Desfrécy, vous allez voir Yaspanan, infectiologue, tel virologue, tel ou tel Didier Raoult, c'est ainsi de suite. Ils ne sont pas là de par leur fonction. C'est l'expertise qui donne. Deuxièmement, les comités spécialisés qui coordonnent la réponse au niveau des hôpitaux, qui coordonnent la réponse au niveau de l'armée, qui coordonnent ceci et ça. C'est ça les rôles qu'il faut définir. Je dis ici et maintenant, mobilisons l'armée maintenant, qu'ils fassent des tentes, qu'ils puissent prévoir des lieux publics, comme les gymnases, les églises, les écoles, pour parer à une éventuelle catastrophe. Je dis ici et maintenant que nous puissions avoir des réservoirs, des points d'eau dans des citernes avec robinet, qu'on les mette en branle, qu'on ait des points d'eau sur la ville. Dites-moi où à Yaoundé il y a des points d'eau. Kagame hier a mis des points d'eau mobiles sur sa rue. À Bangui, près de nous, on a des cuvettes avec des gens qui distribuent de l'eau. De l'eau, ils n'ont pas moyen. Vous voyez qu'avec peu de moyens, on peut côtoyer l'excellence. Ayant parlé de ça, de cette structure importante, nous l'avons fait à l'université de Yaoundé 1. Je salue mon patron, le professeur Maurice Aurélien Sosso, et tout l'entourage gouvernemental, l'administration universitaire, qui s'est occupé de ça. Maintenant, je reviens également sur le second point. La prise en charge des malades. Les commissions spécialisées savent bien le faire. Mais, il faut la décentraliser. Je dis ici, et maintenant, la biologie moléculaire, des structures à Yaoundé peuvent la faire.
le sang Chantabia à l'outil, l'hôpital gynéco de Mboussou à l'outil. Et nous, à l'université, nous avons dans le communiqué du recteur désigné le centre de biotechnologie qui peut le faire. Il faut avoir le protocole. J'ai dit à Douala, le professeur Mboudou ou le professeur Ngaba peuvent le faire à gynéco, ils ont la PCR. Je connais des structures, même privées à Yaoundé, qui ont la PCR. À Bafoussam, on peut le faire. Et on dit l'étude biologique. Disons ici sans avoir peur. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux techniques, en biologie et en sérologie. Il se trouve que ceux qui me regardent, il n'y a pas d'outil vraiment pointu diagnostic comme l'antigène viral pour des tests de dépistage rapide. Mais nous avons aujourd'hui l'anticorps qui peut nous guider dans la mise en place des quarantaines. C'est aujourd'hui qu'il faut commander au moins 500 000 à 1 million de tests de dépistage d'anticorps. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le Cameroun dispose des tests qui répondent aux normes internationales pour pouvoir s'assurer de ce que les passagers qui viennent d'Europe ont véritablement été testés positifs et présentent des risques élevés de menaces pour la vie des Camerounais? Je vous ai dit, M. Noufele, que si je déclinais tout, vous allez revenir sur les aspects précis. Maintenant, j'ai parlé de la PCR, la biologie moléculaire, qui n'est pas valable à 100%, mais qui est là, et j'ai montré comment les courbes décroissaient avec le temps et les anticorps montaient. Laissez-moi tout décliner, je comprends l'empressement de l'émission. Mais c'est important de donner ces idées-là. Décentraliser la charge virale, qu'on peut faire, je dis où on sait le faire. J'ai beaucoup d'élèves qui savent le faire. Le professeur Nkaba doit le faire. À Bafoussam, Dr Nouba, on sait le faire. À Bouya, professeur Azob, professeur Atsonga, Akwachere, à Bamenda, professeur Kimbi savent le faire. Maintenant, je dis, test de dépistage rapide. Achetons maintenant. Achetons, parce qu'en achetant maintenant, ça va arriver dans 15 jours. Ils ne sont pas là à vous attendre. Maintenant, ayant dit ceci, décentraliser. Maintenant, prendre en compte tout ce que nous avons comme capitaines de la santé qui sont en retraite. Rappelons maintenant le personnel à la retraite. Impliquons maintenant les personnels des structures privées et publiques et confessionnelles. Appelons les ordres des techniciens et des médecins qui ne savent pas où aller. Il faut le faire maintenant. Et maintenant, je dis bien que et maintenant, j'aimerais chuter sur un point. Et on dit ceci, les mesures d'hygiène et tout ça, j'ai parlé. Maintenant, je vais chuter sur un point qui me paraît crucial. C'est le moment maintenant de supplier nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest qu'ils fassent la paix. Qu'ils fassent la paix pour que le personnel médical, you frequently wash your hands. You frequently obey to the government measures. Because we need and we shall prevail in these battles. Merci pour la précision, François-Xavier Mbopikeou. Au regard de ces mesures, propositions que vient de faire cet expert en microbiologie et virologie médicale, avec vous, docteur Apollinaire Oko, il y a la question de l'absence des experts scientifiques autour de cette stratégie de riposte gouvernementale pour adapter les stratégies, les actions sur le terrain au regard de la réalité camerounaise et de l'expérience qu'ils ont acquis sur le plan international. Comment expliquer cela? Ce sera difficile à expliquer parce que c'est une grosse surprise. Il est très difficile de pouvoir expliquer que dans le contexte actuel, alors que le Cameroun regorge de talents, des scientifiques de très haut vol, comme le professeur Mbopikeou et bien d'autres, que l'on se prive volontairement de cette expertise-là. J'ai envie de dire que c'est une attitude inqualifiable du point de vue politique. Et justement, en entendant tout à l'heure, j'ai entendu des propositions qui étaient déjà celles du MRC. Nous avons commis le 19 mars des propositions pratiques pour que le pays se mobilise au-delà des clivages partisans, au-delà des clivages politiques, société civile, pour donner une riposte nationale à cette épidémie. Nous avons notamment demandé la création d'une commission nationale chargée de la gestion de l'épidémie et de la protection des Camerounais. Cette commission nationale-là serait d'abord, il faut le dire, présidée par le président de la République. La situation est d'une gravité telle que chaque Camerounais à sa position doit prendre ses responsabilités. L'heure aujourd'hui n'est plus à déléguer. Vous savez que nous sommes dans un pays où on n'a pas ce temps à déléguer en permanence. La situation est telle que nous devons chacun à son niveau prendre ses responsabilités. Nous prenons les nôtres en disant oui pour les décisions qui sont bonnes, mais aussi en apportant nos propositions pour celles qui ne le seraient pas. Et donc, cette commission serait dirigée donc en personne
par le président de la République, elle aurait des sous-commissions. Et c'est en ça que cette commission rejoint un peu l'idée émise par l'expert tout à l'heure. C'est que nous aurions dans cette commission des sous-commissions, parmi lesquelles une sous-commission scientifique qui regrouperait des médecins cliniques, des médecins de santé clinique, de santé publique. Nous aurions également des microbiologistes. Nous aurions même des professionnels de l'industrie pharmaceutique. Parce qu'il faudra mettre ensemble toutes ces mesures-là. Il faudrait coordonner ça de manière transversale pour que la réponse scientifique globale qui est donnée soit une réponse qui met en cohérence à la fois les compétences cliniques, les compétences biologiques, les compétences pharmaceutiques et au-delà. On aurait en plus de cette commission scientifique-là une commission parasanitaire qui, elle, définit et met en œuvre l'ensemble des mesures non médicales, non sanitaires si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas que du sanitaire. Lorsqu'il faut par exemple que les enfants restent à la maison, lorsqu'il faut par exemple que les aéroports soient fermés, ce n'est pas du sanitaire, ce n'est pas du strictement scientifique. Donc il faudrait donc une commission parasanitaire qui accompagne et qui complète les actions strictement sanitaires ou scientifiques. Ensuite, il y aurait également une sous-commission dite sous-commission de sûreté, qui va agir à deux niveaux. D'abord en mettant en branle les actions d'intelligence que nous avons, que ce soit dans la police, que ce soit dans la gendarmerie, pour prospecter, pour chercher et certainement pour trouver des voies et moyens pour permettre à notre pays de se doter, n'est-ce pas, de l'expertise nécessaire. Il y aurait également un autre aspect pour cette commission de sûreté, ce serait la mise en œuvre des mesures contraignantes. Parce qu'il faut bien le reconnaître, il ne suffit pas aujourd'hui de parler. Il faut parler, mais il faut accompagner les mesures prises par des mesures contraignantes. Si par exemple les gens sont amenés à ne pas sortir, à rester chez eux, il faudrait bien qu'on s'assure que les gens respectent la mesure. Il ne faudrait pas l'annoncer et regretter, comme j'ai entendu quelqu'un le dire tout à l'heure, que le ministre de la Santé a regretté. Il ne suffit pas de regretter. Il faut prendre des mesures et les accompagner par des moyens contraignants. Et pour ça, nous pensons qu'une telle commission serait importante pour compléter le dispositif. Nous avons fait mieux que proposer cette commission-là. Nous avons également proposé le confinement. Désormais, la position du MRC, et c'est celle du confinement total. Parce que vous devez savoir que dans la dynamique de la prise en charge de cette infection-là, il y a d'abord une première étape que nous avons malheureusement loupée, c'est celle d'éviter l'importation du virus. On aurait pu limiter l'importation, mais la prise tardive des mesures de fermeture des aéroports, enfin des frontières, a permis que malheureusement nous importions le virus. Ayant donc raté cette phase-là qui est très importante, qui est déterminante, il est question désormais de veiller à ce qu'il n'y ait pas propagation du virus. C'est une autre étape. Et comment y parvenir? Il faut y parvenir, entre autres, en mettant sur pied le confinement. Il y a donc des mesures de confinement, il y a des mesures de distanciation qui ont déjà été prises, notamment les écoles qui ont été arrêtées. Ça, c'est déjà bien parce que ça permet qu'il n'y ait pas de foisonnement des enfants dans les cours de récréation, dans les universités, dans les collèges. Mais il y a aussi le confinement parce qu'une fois que vous avez importé le virus, qu'il est dans la nature, vous ne contrôlez plus rien. Il faut donc que les gens restent chez eux, et ça va être une mesure impérative, restent chez eux, et que l'on puisse donc prendre en charge les personnes qui seraient soit symptomatiques, soit diagnostiquées positives, et permettre donc à ce que le temps d'incubation passe et que les Camerounais qui ne sortent plus, qui ne se touchent plus, qui ne sont plus en contact, évitent la propagation du virus. Et enfin, après la mesure qui évite l'importation, celle qui lui compte la propagation, il y a enfin la prise en charge. Parce que dites-vous bien que si vous ratez les mesures qui préviennent l'importation du virus, si vous ne gérez pas bien, et nous gérons mal, je dirais même très mal, les mesures contre la propagation, vous serez obligé à envisager des mesures dans la prise en charge. C'est-à-dire que chaque fois que vous ratez une étape, la charge de travail est délocalisée et renvoie à l'étape suivante. Donc, on a vu le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, oui, procéder à la mise en quarantaine des passagers depuis le 17 mars 2020 dans les hôtels. Le ministre de la Santé a également réquisitionné 50 lits d'hospitalisation au CHU à Yaoundé pour la prise en charge des cas positifs de Covid-19. Il a annoncé que le Palais des Sports doit abriter un centre pour les tests des personnes qui viennent de l'étranger pour accélérer les tests pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs au Covid-19. Comment appréciez-vous ces stratégies? Est-ce que ce n'est pas la manifestation d'une volonté politique de juguler et d'enrayer la pandémie? Vous avez avancé deux dates, une date au moins, c'est du 17, où les mesures fortes ont été prises. Mais sauf que le premier cas au Cameroun est diagnostiqué le 5 mars, c'est-à-dire pratiquement 2 semaines avant. Donc vous admettez avec nous et ceux qui nous écoutent qu'il y a eu un retard d'environ 2 semaines dans les mesures qui auraient dû être prises. C'est pour ça que je dis que nous avons laissé
j'ai pas envie de dire paresseusement, mais nous avons laissé le virus entrer dans le pays, nous avons laissé les personnes ne pas se mettre en quarantaine au prétexte qu'elles devraient le faire volontairement. Non, c'est de l'irresponsabilité que de dire que les gens doivent volontairement le faire. Vous devez dire qu'on n'a pas à le faire et vous devez mettre en branle la force publique pour le bien justement des populations. C'est une responsabilité à la fois morale et politique. Dire que les gens doivent rester est une chose, les amener à le faire de manière contraignante est une autre chose. Et donc, lorsque on loupe l'étape de l'importation, qu'on loupe celle de la propagation, il faut s'attendre massivement à ce qu'il y ait des prises en charge. Et ça veut donc dire que dans une logique d'anticipation, le gouvernement doit actuellement là, en plus du confinement total, je dis bien total, les gens doivent rester chez eux. Nous ne devons plus sortir parce que lorsqu'on dit par exemple, ça c'est une mesure encore, parmi celles du 17, on vous dit par exemple que les bars peuvent rester ouverts du matin jusqu'à 18h. Les gens ont tout le temps d'aller au bar, d'aller au comptoir, de prendre les mêmes bières, les mêmes décapsuleurs et de propager le virus. Est-ce que les marchés sont fermés? Non. On devrait arriver à des moments, à une situation où même l'accès au marché est réglementé. On devrait pouvoir arriver à un confinement total où on imagine par exemple un scénario, ça je l'imagine sur l'instant, où par exemple on ouvre le marché 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine pour que les gens se ravitaillent et le font dans le respect strict des mesures de sécurité avec le port par exemple des masques. Parce que si on ne le fait pas, tout ce que nous avons raté jusque-là va se déverser au niveau des cas diagnostiqués et nous devons tôt ou tard nous serons amenés à les prendre en charge. Et je peux vous dire que le Cameroun n'a pas les moyens de prendre en charge médicalement des milliers de cas au moment où nous en sommes. Docteur Apollinaire Oko, pessimiste sur les capacités du Cameroun à prendre en charge des centaines de cas positifs de Covid-19, s'il venait à présenter des signes, des symptômes de maladie, député Samuel Motte, sur la stratégie de confinement total proposée ici sur ce plateau par des médecins et des experts scientifiques. Pensez-vous qu'il faudrait adopter une telle stratégie face à l'ampleur de cette pandémie et son éventuel impact sur la vie sociale, politique et économique du Cameroun? Je suis très à l'aise de recevoir des suggestions qui viennent d'ici ou de là, parce qu'effectivement, lorsqu'une nation est attaquée comme elle est attaquée en ce moment, toutes les suggestions doivent être étudiées. Mais de grâce, ne pensons pas qu'à un instant que la science infuse est quelque part, qui consiste à dire effectivement, si on n'a pas cette science infuse-là, on ne pourra rien faire d'autre. Pendant qu'il y a effectivement des propositions qui foisonnent, je voudrais seulement vous rassurer, il y a également un gouvernement de la République qui existe et qui est au travail. Peut-être ne nous apporte pas des solutions suffisantes à nos yeux aujourd'hui, mais également c'est des gens qui sont suffisamment sensés pour pouvoir dire effectivement voilà la pondération par rapport aux mesures que les uns et les autres réclament, voilà la pondération nécessaire pour pouvoir faire en sorte que la baraque ne puisse pas se casser. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais supplier le professeur de ne pas quitter le plateau, parce qu'au moins il nous a rappelé aujourd'hui avec justesse qu'au Cameroun nous ne sommes pas dans un désert scientifique. Il est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas dans un désert sanitaire. Il n'est pas là pour pouvoir nous dire c'est une catastrophe absolument parce que pour telle ou telle raison. Et effectivement, ce qui me semble, effectivement, quand j'ai deux scientifiques sur le plateau, j'attends effectivement à ce qu'ils nous apportent des idées d'ordre scientifique et que, en ce qui concerne moi qui ne suis que politique, que je participe tout simplement et essentiellement de la communication pour pouvoir faire en sorte que la pandémie ne nous décime pas. Alors, faut-il aller à ce confinement total ou pas pour les villes? Mais c'est bien ce que je vous dire. Attendez, je répondrai à votre question. Mais je voulais seulement vous dire, en ce qui concerne la stratégie de ce que très souvent les communicateurs ont appelé EIC, éducation, information, communication, ne prenons pas les mauvais outils qui consistent à dire on se concentre notre énergie à critiquer, au lieu de communiquer sur ce qui peut faire en sorte qu'on puisse s'acheminer vers une solution. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se dépasse, non seulement au Cameroun, mais partout ailleurs, il faut prendre les éléments positifs de la stratégie EEC. Le confinement auquel vous faites allusion, effectivement, c'est une solution. Maintenant, pour quelles raisons on ne l'a pas encore activé au Cameroun? Posons-nous la question s'il y a des raisons à cela. Maintenant, s'il faut y aller assez rapidement, écoutez-moi très bien. Le jour où cette pandémie-là prend un essor qui n'est pas maîtrisé au Cameroun, il ne fera pas le tri entre les politiques. Il ne fera pas le tri entre les ethnies. Il ne fera pas le tri entre les âges. Il ne fera pas le tri entre qui que ce soit. Et c'est pour cette raison, c'est une préoccupation d'ordre national pour lequel, effectivement, nous devons concentrer nos querelles à la limite. Nos querelles qui consistent à dire on fait une course à l'échalote, moi c'est moi qui ai proposé telle mesure, telle autre ne l'a pas appliquée. C'est totalement contre-productif
Effectivement, dans ce qui est fait aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui procèdent également des propositions que les uns et les autres font, qui ont été prises, peut-être ne sont pas certainement suffisantes. Il y a le professeur qui est là pour pouvoir nous éclairer sur un certain nombre de prises de positions, mais encore une dernière fois, il y a des efforts qui sont faits. Il y a quelque chose qui a été souligné tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver, c'est peut-être anecdotique, comment est-ce qu'on fait pour retrouver les passagers de Air France? On ne peut retrouver que les passagers de Air France qu'à partir du moment où il y a une obligation que lorsque vous faites votre billet d'avion, que vous ayez le numéro de téléphone obligatoire. Ce numéro de téléphone obligatoire est très souvent facultatif. C'est très souvent la compagnie qui vous demande le numéro de téléphone. Vous n'êtes pas obligé de le donner. Et dans le cas, effectivement, mais écoutez-moi bien, très bien, professeur. Vous avez vu l'accent avec lequel, quand j'entends ici là qu'il y a des gens qui sont à plaindre le ministère de la Santé, vous avez vu la stratégie avec laquelle l'énergie qu'il a mis à pouvoir taper la main sur la table en disant que pour tout au moins pour des gens qui ont été obligés, qui devaient être en situation de confinement, de quarantaine obligatoire, quand j'ai fait mon décompte, je pense que le compte n'y est pas. Donc, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres pour pouvoir revenir à cette situation de confinement telle qu'il a été demandé. Mais encore une dernière fois, c'est vraiment un problème d'ordre national. Faisons en sorte que, à l'intérieur d'un plateau comme celui-là, que nous fassions essentiellement de la communication. Vous parlez de problèmes d'ordre national. Le gouvernement dispose des moyens pour pouvoir mettre en branle la machine qui va permettre aux Camerounais d'être en sécurité. Tout à l'heure, le professeur François-Xavier Mbopikeou a parlé de la présence des équipements permettant aux Camerounais dans les principales artères des villes de Yaoundé et de Douala d'avoir du matériel pour se laver les mains avec du savon. Cela fait plus d'une dizaine de jours que le Cameroun fait face à de nombreux cas. Jusqu'aujourd'hui, de tels outils n'ont pas été installés. Pourtant, d'autres pays disposant de moyens financiers et de ressources financières que le Cameroun ont déjà emboîté le pas. Qu'est-ce qui explique ce silence des autorités à la fois municipales, des parlementaires également qui ne sont pas encore réagis de façon officielle sur ce problème d'une gravité extrême pour le Cameroun? Je vais vous faire mes culpa, j'ai retenu cette pan de la communication là du professeur, mais je n'ai pas retenu que celui-là, effectivement. Moi, ce que j'ai retenu, et je l'ai souligné à fort trait de caractère tout à l'heure, en disant qu'il a également dit qu'on n'est pas dans un désert scientifique. Effectivement, s'il y a un retard quelque part qui doit être observé, il faut le combler. Mais ne mettons pas l'accent sur ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, effectivement, on continue effectivement à décrire pour avoir des correctifs nécessaires, mais ne retenons pas essentiellement ce qui est mauvais. Et dans le cadre de sa communication, sincèrement, moi j'ai été illuminé d'entendre ce qu'il a dit en disant dans tel ou tel domaine, nous avons tel spécialiste, à la limite, si nous n'avons pas tel matériel, il y a une telle solution alternative. Là également, ça porte espoir. Parce que lorsque vous allez créer la chimie à l'intérieur de la société, c'est pas tellement la pandémie qui va nous tuer. C'est effectivement le fait d'être désespéré qui va faire que on va commencer à avoir un certain nombre de comportements totalement irrationnels qui fait que, au lieu de lutter contre la pandémie, on en sera effectivement à se livrer à elle les pieds et mains liés. Encore une dernière fois, accent. De manière simple également, c'est également un élément de la stratégie EIC. Il faut être simple dans la communication. Dans ce discours alambiqué là qui est le nôtre, à pouvoir dire un coup, le gouvernement n'a pas fait ceci, mais il pouvait faire cela, on n'est pas très clair. S'il y a confinement, exigeons que ce confinement ait lieu. Et dans le cadre de ce confinement, il n'y a pas que les militaires qui vont intervenir, comme ça se passe aujourd'hui en France, où on dit effectivement, on vous colle un PV parce que vous n'avez pas été là. Lorsqu'il y a un confinement qui est, c'est également de notre responsabilité de pouvoir expliquer le bien fondé du confinement sans toutefois qu'on ait utiliser des méthodes répressives. Et dans ce cadre-là, notre responsabilité, à nous tous qui sommes, y compris à vous, c'est-à-dire nous fallait qu'être le communicateur en chef du plateau, votre responsabilité est effectivement de dire aux gens, soyons responsables, écoutons les scientifiques et communiquons dans le bon sens. Après vous, honorable député, écoutons justement professeur François-Xavier Mbopikeou sur les actions de communication scientifique et sociale concernant la conscientisation des Camerounais sur le danger auquel ils sont exposés au quotidien. En procédant à une analyse diagnostique de la stratégie de communication utilisée à l'heure actuelle, quelles propositions faites-vous pour davantage sensibiliser les Camerounais sur ce que représente cette pandémie de coronavirus et sur les attitudes à adopter pour prévenir et éviter d'être contaminés? Oui, merci, M. Cédric Moufélé. Si vous avez suivi ma communication, j'ai dit commission gouvernementale, je n'ai pas dit ministérielle, gouvernementale, qui parle. Le ministre Malachi peut parler au nom du gouvernement. Gouvernemental qui parle, le comité scientifique qui l'éclaire, et ça n'empêche que certains membres de ce comité soient dans les commissions décentralisées. Commissions décentralisées. Mais nous sommes déjà dans la bataille d'après que nous avons
Nous avons perdu la bataille. On est dans la bataille d'après. On a perdu la bataille. Nous ne sommes plus dans la rhétorique. Je ferme d'abord, l'eau coule. Je ferme mon robinet avant de chercher d'où il coule. Je dis ici, pour ceux qui nous regardent, je dis que mes propos ne me causeront pas de l'infortune, parce que je vais mourir mes armes à la main. Je veux surtout pouvoir regarder en face mes enfants, Dame Claude, et tous ceux qui me regardent aujourd'hui, et mon frère Abo qui me demande de le sauver. Quand je rentrerai chez moi tout à l'heure, j'aurai rempli ma mission. Quand j'interpelle les collègues, c'est pour dire, comme à l'université de Yaoundé 1, où la haute administration me porte en estime. J'ai cité le recteur, tous les collègues, j'aurais aussi pu citer le professeur Jean-Emmanuel Pondi, mais en ce qui le concerne, c'est un atavisme familial. Nous sommes enfants de policiers. Donc c'est normal. J'ai dit, monsieur Motte, j'ai appris que vous êtes député d'une CAM. Oui. Je vous dirais qu'à l'heure où nous parlons, devant son écran de télévision, se trouve mon beau-frère que je salue, maintenant qui est médecin en France, Dr Sota, Oui, Djiba, je le connais. dont l'épouse Majesté Sota. Voilà, c'est pour dire que quoi. Oui. Les actions de communication doivent être, monsieur Noufélé, agressives. J'ai dit agressives. Vous savez comment on appelle, vous savez, les églises réveillées. Nous sommes à Yaoundé. Au rond-point Longac, il y a un monsieur qui a son haut-parleur. Tous les jours, il crie. Je vous dis de crier. Monsieur Noufélé, j'ai eu la chance et le bonheur de coordonner ce qu'on appelle les unités mobiles de dépistage au Cameroun. C'est des vannes, j'étais dedans avec mes ouvriers. On a parcouru le Cameroun profond. On a vu les hommes et les femmes à l'heure où personne ne parlait de sida. On a dépisté, on avait une caravane du communicateur, on dépistait. J'ai vécu, j'ai vu les gens dans les rues. J'ai vu la misère des gens qui nous regardaient. J'ai vu ce regard des gens qui se demandaient s'ils étaient encore des humains parce que j'ai vu des zones reculées. Je connais tout le sud-ouest, au Fripabi. Je connais tout le nord-ouest. Je connais le village de mon ami John Kengasson qui nous voit d'Addis ce matin. Nous avions un microphone. Il faut le faire. Il faut que chaque chaîne la vôtre et que tout le monde soit citoyen. Faites des spots publicitaires. Que les journaux le fassent. Que chacun le fasse. J'ai demandé à ma tante qui me regarde, elle s'appelle Christine, dépose un seau d'eau à ta porte pour que les gens se lavent les mains avec un gobelet. Nous pouvons le faire sans moyen. Nous pouvons dissoudre 10 ml d'eau de javel dans un seau d'eau pour désinfecter où nous sommes. Les marchés, nous pouvons nous organiser. À Douala, vous êtes des riches d'où vous venez. On paye beaucoup d'argent pour la sécurité personnelle, n'est-ce pas? Autodéfense. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de lutter pour la survie? Mais je dis encore et je répète, les commissions décentralisées ont des tâches précises. Je dis tout de suite au coordinateur de la gendarmerie nationale, on peut déjà mettre les gens dehors. On peut bloquer. On a vu les marchés, j'ai vu le Carrefour de Côte hier. J'ai vu le marché Mokolo. Ça me donne des vertiges. Vous savez quelque chose? Pourquoi vous avez les vertiges lorsque vous observez l'ambiance dans ces espaces? Mais parce que l'odieux côtoie l'ignoble et le repoussant s'allie à l'infect. C'est le spectacle macabre du vice qui va triompher sous les feux du plaisir ou de la misère qui va transformer l'homme ou la femme impatiente en bête fauve. La misère va faire le lit de la maladie. Vous savez, si nous ne faisons pas. Maintenant, vous avez posé une question très importante. Docteur Tedros, patron de l'OMS, prévoit la catastrophe le pire, mais on peut l'éviter. Et le même Tedros dit, c'est maintenant que les pays africains doivent prendre des mesures pour faire des prêts bancaires, des prêts pour juguler la maladie. Hier soir encore, le professeur Kengasson était à l'aéroport d'Addis pour recevoir des kits d'aide de la Chine parce qu'il s'occupe de la riposte africaine. Voilà ce que je tiens à dire. Il faudrait aujourd'hui, rapidement, faire ce confinement. Donner la chance, je dis bien donner la chance. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé ici. Parce que c'est bien d'avoir des disciples. Notre jeune collègue est très brillant, le professeur Sobui, qui a dit ceci hier: laissez-nous les moyens de soigner parce que nous ne saurons plus où vous soigner s'il n'y a pas de confinement. Et je l'appuie avec des arguments virologiques. Quels sont les moyens dont ont besoin à l'heure actuelle ce personnel médico-sanitaire, ces experts scientifiques, pour pouvoir enrayer et contenir la pandémie au Cameroun? Ces experts-là, je dis encore et je répète, doivent savoir qu'ils sont impliqués et qu'ils sont dans des commissions précises pour rejoindre le champ de bataille. Ils sont d'abord disponibles. Mobilisez-les. Deuxièmement, le docteur Klein,
qui était anonyme jusqu'à quelques jours encore, que nous prenons tous pour un rigolo, nous a dit ceci. La Chine a gagné parce qu'on a fermé la région de Hubei de Wuhan de 56 millions d'habitants. Les Italiens payent cash. Mes amis français aujourd'hui qui ne voulaient pas de tests rapides, parce que François Xavier, tu sais, l'anticorps, c'est l'antigène qui est meilleur, aujourd'hui font l'anticorps. L'antigène sortira dans 1 mois ou 2 mois, il sera tard. Commandons 1 million de tests maintenant. Hubei nous a dit ceci. Quand je dis d'ouvrir les stades, ma chapelle, c'est l'Onca qu'elle est à côté. Elle peut accueillir des gens. Il y a des endroits. Pourquoi? Parce que Hubei nous explique, quand on faisait le screening et on savait que vous étiez positif, on vous sortait du milieu comme cluster de transmission. On vous retire, monsieur Noufele. Il est tard. Mes enfants sont confinés. Ma belle-sœur est rentrée de France. Avant le confinement, nous l'avons confinée pendant 14 jours. Il faut le dire. Pourquoi ne pas le dire? Laissez-moi vous dire quelque chose. Je demande à un organe de presse qui m'a dit « On ne me paye pas pour mon insertion, s'il te plaît, fais-le ». Je demande à Equinox de dire, prêcher par l'exemple. Vos concurrents m'attendent. Vos concurrents m'attendent. Je demande à chacun de nous. Je dis ceci. Soyons, quelqu'un m'a rappelé l'autre jour, tu es notre visage de l'épidémie. Je refuse d'être le visage. Soyons les héros du quotidien. Soyons, que les invisibles deviennent visibles. Soyons les héros. Que chacun... Laissez-moi vous dire quelque chose, M. Noufele. Si mon chauffeur qui vit dans un quartier pauvre, à qui j'ai donné de l'eau de javel et tout ceci, vient chez moi avec les mains infectées, toute ma famille sera infectée. Si ma femme de ménage, Albertine, qui me regarde, qui n'est rien, vient chez moi. Mais la République, M. Noufele, est le seul bien de tous ceux qui n'ont rien. Et on dit ceci, prêchons par l'exemple. Je viens pouvoir décliner. Je pense que restons sur un argument. Docteur Zunyu, je ne sais pas quelle heure, il est à Beijing, je te salue. Et tu as mon salut fraternel. Voici ce que je dis. Confinement obligatoire et extirpons les gens positifs de leur milieu, même des gens que nous connaissons qui ont été en contact avec le virus. C'est une question de morale collective. Justement, lorsque vous évoquez ces éléments-là, Edmond Kamga, confinement obligatoire recommandé ici par des médecins et des experts scientifiques, avec un isolement des cas positifs et des cas suspects, comme l'a fait la Chine. Le Cameroun a-t-il aujourd'hui les moyens pour pouvoir aller vers une telle stratégie? Lorsqu'on voit la mobilisation budgétaire qui accompagne les actions menées en France, en Chine, également l'Afrique de l'Ouest, ou la Banque d'État d'Afrique de l'Ouest, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, a mobilisé d'importants financements pour accompagner les stratégies de riposte globale. Comment appréciez-vous ces stratégies qui sont en train d'être proposées ici? La question de fond est celle-là. Avons-nous les moyens financiers pour rattraper le retard? D'abord, tout à l'heure, le professeur a dit, nous sommes déjà en retard. La bataille est déjà perdue. Maintenant, nous sommes dans l'après. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Nous sommes déjà dans l'après-bataille. Il s'agit de colmater les brèches. Et c'est important pour le téléspectateur de le savoir. Ça me rappelle une sortie que vient de faire l'ancien président du Libéria, qui est médecin chercheur de profession, de formation, qui a tiré toutes les leçons du virus d'Ebola dans son pays, le Libéria. Elle en parle dans une sortie qu'elle vient de faire. Elle est préoccupée par la situation que connaît l'Afrique aujourd'hui avec le coronavirus. Elle demande aux pays africains de faire très attention, de voir comment ils ont bossé dur, les chercheurs, pour confiner les personnes, pour soigner les malades qui étaient atteints du virus d'Ebola. Et parmi les éléments qu'elle évoque, notamment, entre autres, on l'a prise, les fermetures d'écoles, les fermetures des universités autres, mais elle insiste sur une chose dont a parlé le professeur Bopikeo. Elle dit, si nous n'allons pas vers les populations avec des tests, si les tests ne vont pas vers les populations, vers les domiciles, ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin, les yeux fermés. Elle a insisté sur les tests. Et le professeur tout à l'heure insistait sur la nécessité de commander au moins 1 million de tests. Tout de suite. Il a dit tout de suite. Je le connais.
Parce que si on ne le fait pas, la situation sera encore plus grave. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important que les mesures gouvernementales qui ont été annoncées soient effectivement appliquées. Que le travail que fait le ministre soit accompagné de manière efficace sur le terrain par des relais, notamment dans les régions du centre, du littoral et de l'ouest, où on a au moins détecté au moins un cas, sinon plusieurs, pour ce qui concerne la région du centre. Et que le confinement soit général et total. Et que les mesures soient réglementées en ce qui concerne les marchés, les alimentations. Mais nous pensons que le gouvernement peut rattraper le retard s'il a la volonté. Tout est question de volonté. Parce que si la riposte échoue, la responsabilité, M. Modou, vous avez dit tout à l'heure, c'est un problème national. Oui, c'est un problème national. Mais la responsabilité sera d'abord celle de l'État du Cameroun. Non, nous parlons en toute responsabilité. Si la riposte échoue, c'est que l'État et le gouvernement ont échoué. Il faut qu'ils prennent la mesure du danger, du risque. Et nous encourageons, nous les journalistes, nous les communicateurs, qui d'abord, vous connaissez Equinox, vous êtes un éminent panéliste et vous voyez tout le travail que nous faisons dans la communication. Nous n'avons pas attendu que le gouvernement demande de communiquer. Nous communiquons même en toutes les langues. Les langues nationales et le pidgin, on l'a fait avant tout le monde. C'est pour dire que nous, à Equinox, on a pris l'avance au niveau de l'information et de la communication et même dans la sensibilisation. Alors, concernant les stratégies visant à contenir cette pandémie de coronavirus, il y a la Chine qui n'a pas eu de nouveaux cas positifs dans les premières provinces où les foyers avaient été identifiés. C'est essentiellement des personnes venant de l'étranger qui sont venues avec des cas de Covid-19. Il y a également les États-Unis qui parlent de chloroquine, qui est en train d'être expérimenté comme une stratégie, un médicament qui pourrait permettre de lutter contre cette pandémie. Où en est-on avec ces différentes études scientifiques concernant un traitement et un vaccin à propos de cette pandémie de Covid-19 ? Merci, M. Noufélé. Je dirais qu'il y a une dimension internationale, mais il y a la spécificité africaine. Et j'aimerais insister là-dessus sur le pan communication. Vous savez, dans la revue de Lancet du mois de mars, nous avions mené une campagne de dépistage de self-testing du VIH avec le professeur Ponji Ngoma Poubi. Et je salue d'ailleurs le commissaire de Ngoma Poubi qui m'avait dit, de Boumniebel, qui m'avait dit, professeur, qu'est-ce que j'ai fait des Chinois? Il me l'a dit il y a 15 jours, qui rentrent de la fête du Nouvel An chinois. Ils sont sur une route, ils travaillent. Je dis ça pourquoi? Nous avons démonté le concept dans la revue Le Lancet qui disait que nous étions analphabètes dans les langues parce que nous ne pouvions pas lire la notice du self-testing au Cameroun. Nous avons démontré en traduisant la notice en bassa que des gens qui ne parlent pas le français pouvaient traduire la notice, lire en bassa et se dépister. Je rappelle qu'il y avait 25% des gens dans le département qui ne parlaient ni français ni anglais, ils parlaient bassa et l'écrivaient. Dans nos églises, nous parlons de Douala, nous parlons le Nufi, le Mombafon natal, nous parlons Iwondo. Nous avons démontré ça. Ah, pouvez-vous vendre un kit en allemand au Japon? Non, c'est en japonais. La stratégie, la bataille de la communication en langue vernaculaire est extrêmement importante. Même à Yabassi, chez le monsieur député Motte, c'est important de passer ce message. Nous avons, monsieur Nifélé, des relais locaux. Le SIDA nous a apporté les agents de santé communautaire qui sont là et qui ne demandent qu'à travailler. Monsieur Noufélé, j'ai formé la première cuvée des épidémiologistes de terrain et gestion de laboratoire. C'était en 2009. Je rappelle que l'étudiant de ce groupe coordonne la réponse en RDC aujourd'hui. C'était financé par le groupe, par la fondation Bill and Melinda Gates Foundation, avec le soutien de notre frère et ami qui nous regarde, John Kengasson. C'est important. Ces gens sont là. Certains sont même au ministère. J'ose peut-être les interpeller et dire que cette équipe-là doit investir le champ de bataille. Je pense à Mme Ekoyol qui est au ministère. Je pense à M. Norbert Ndogmo qui est à Bafoussam et qui regarde. Ils peuvent entrer, ils savent comment entrer dans le champ de bataille. Il y a des générations subséquentes qui peuvent le faire. On a des soldats qui ne demandent que des ordres. Maintenant, je reviens. Est-ce qu'il existe déjà un traitement où on en vient là. Pays, je parlais des possibilités parce qu'ils n'ont pas de problème d'agents de relais en France. Je disais déjà les mesures que nous avons aujourd'hui sur le terrain pour le faire. Maintenant, vous savez,
J'étais dans ma banque l'autre jour. J'ai vu des mesures de précaution qui n'étaient pas idoines. J'ai voulu réunir le personnel dans une pièce où il y avait 10 personnes. La chef m'a dit, je n'ai pas les instructions de Douala. J'ai interdit cette réunion. Qu'est-ce qui n'était pas bien fait Mais parce que nous n'avons pas intégré chez nous encore la dynamique de l'épidémie. Quand il y a l'épidémie, on saute toutes les barrières administratives. Absolument. La FDA, je parle sous le contrôle de mon maître, le professeur Deborah Bird, avec qui nous avons écrit un travail principe dans le Lancet et John Kengasson sur la capacité de répondre des laboratoires de santé publique en Afrique. Et je répète ici que le docteur John Kengasson, professeur de renom, est venu ici récemment, reconnu par le gouvernement camerounais pour ses travaux, mais il est venu ici nous dire l'impact des maladies sur le continent si rien n'est fait. À l'horizon 2063, il est chargé de la réponse. Maintenant, quand vous me dites, quand on dit aujourd'hui, quand il n'y a pas, aujourd'hui en France, le test certifié de Biocinex marqueur CE COVID-19 a été approuvé en moins d'une semaine. Le marquage CE, moins d'une semaine. Quand mon ami, le professeur Didier Raoult, qui nous regarde de Marseille tout à l'heure, dit qu'il a fait un essai sur 24 patients et que 16 ça marche bien, avant que la France ne réfléchisse, le président Trump, par opportunisme ou par n'importe quoi, commande 10 millions de tests. La France attend encore de voir. Comme mes amis me disaient, François Xavier, l'antigène n'est pas là, on attend un peu de voir le diagnostic. Maintenant, ils courent tous après les anticorps. 10 millions. Même s'il s'oppose à notre maître, à nous tous, qui est le professeur Anthony Fauci, c'est le meilleur d'entre nous, qui veut des essais bien encadrés. Si je n'ai rien pour aider, même si on sauve une vie, c'est important. Revenons à ça pour dire que c'est le lieu de dire que nous devons partager les expériences de prise en charge. L'argent que le docteur Tedros demande de prendre maintenant, ma crédit, c'est pour essayer les stratégies possibles. Le Maroc, parlons-en, a commandé des millions de tests, a commandé des millions de chloroquine aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'ici, M. Noufele, je parle les larmes dans les yeux. C'est des vies qu'il s'agit. Je regarde les hommes et les femmes. Nous ne voulons pas essayer ce que nous pouvons faire. Maintenant, je reviens à un autre pan. Laissons le gouvernement un instant. Je regarde les hommes politiques, toutes les organisations internationales. Même pas eux seulement, je vois sur le plan local les opérateurs économiques. Mais ils veulent se sentir impliqués. Est-ce que vous savez qu'il y a un téléthon, quelque chose, vous avez vu sur les réseaux sociaux, le montant qu'on vient d'élever au Congo? Plusieurs centaines de millions au Congo, là, au Congo, le petit Congo qui est près de nous. Plusieurs centaines de millions. Monsieur Noufele, si je disais à vous et à ceux qui nous regardent que le test rapide coûte moins de 10 euros, moins de 5 000 francs CFA, chaque Camerounais est prêt à cotiser pour l'acheter pour vivre. Il coûte moins de 10 euros. Maintenant, je reviens à ça. Il est important. Appliquons d'abord toutes les mesures que nous demandons. Là, le confinement d'abord va nous éviter de penser à l'après. Ces mesures-là. Et maintenant, voyons après. Les tests maintenant. Merci. La décentralisation de la biologie moléculaire maintenant. Merci, professeur François-Xavier Mbopi-Keou. Je rappelle que vous êtes expert en microbiologie et virologie médicale, chef du département de microbiologie à la faculté des sciences du côté de l'Université de Yaoundé 1, faculté de médecine pour être plus précis. Merci pour votre intervention. On va évoluer dans l'émission pour parler de l'impact économique de la pandémie du coronavirus avec d'autres experts, mais je vous en prie, vous permettrez d'abord à d'autres de réagir. Docteur Apollinaire Oko, sur les traitements possibles. On a vu le président Donald Trump, le président des États-Unis, évoquer le cas de la chloroquine et un expert scientifique en France qui a procédé à des tests sur plusieurs patients avec un résultat autour de 60-70% de résultats positifs. Et la Chine également qui annonce le fait que plusieurs nouveaux cas n'ont pas été déclarés au sein des premiers foyers épidémiologiques grâce à la stratégie qui a été mise en œuvre. Comment la Chine peut-elle aider le Cameroun face à cette pandémie de coronavirus? La Chine peut aider le Cameroun parce que d'abord la Chine, et notamment la ville de Wuhan, dans la province de Hubei, est
le point de départ de l'épidémie en décembre 2019. Elle a donc eu, avant tous les autres pays, l'expérience pratique dans la gestion et la prise en charge de l'épidémie du Covid-19. Cela signifie donc que si la Chine est arrivée non seulement à mettre en quarantaine plusieurs millions de personnes, notamment dans la province de Hubei où elle a mis en quarantaine 56 millions de personnes, la Chine a, par la prise en charge qu'elle a eu à faire de cette épidémie-là, par les résultats palpables que l'on a aujourd'hui, vous l'avez dit, la Chine a récemment connu son jour sans nouvelle infection. Cela signifie donc qu'elle a eu à acquérir une expérience importante qu'elle peut partager à d'autres pays. Et d'ailleurs, plusieurs pays sont en train d'accourir vers la Chine. Il y a quelques jours, nous avons vu une cinquantaine de chercheurs chinois arriver en Italie. D'autres pays également sollicitent la Chine. Cela signifie qu'aujourd'hui, la Chine est, j'ai envie de dire, le pays de référence en matière d'expérience accumulée. C'est pour ça que nous, par exemple, nous avons décidé de proposer au gouvernement de faire appel à cette expertise-là, sur le plan à la fois technique, en termes d'intrants possibles qu'ils peuvent nous apporter, mais aussi sur le plan de l'expertise, de la gestion sanitaire, de la gestion même communautaire de la maladie, la prise en charge clinique, la prise en charge post-clinique, parce que nous estimons que lorsque nous avons atteint ce niveau de gravité dans une épidémie, aucune solution qui peut sauver les vies camerounaises ne peut être laissée. Maintenant, sur la chloroquine, le raisonnement est pratiquement le même. Elle a une efficacité, comme vous avez dit, qui est aussi entre 60 et 70%. Ça veut quand même dire qu'elle peut sauver des vies. Et si elle peut sauver des vies, nous avons le devoir humain, n'est-ce pas, de mobiliser les ressources pour pouvoir aller être à disposition de ce médicament-là pour sauver les vies camerounaises. Donc, un médicament qui est efficace, même si ce n'est qu'à 70%, est utile jusqu'à ce que l'on trouve un traitement qui est plus efficace que celui-là. Au-delà des questions de santé, il y a l'impact économique. Honorable député Samuel Motte, la presse cette semaine a noté que cet impact a été plus ou moins ignoré dans la stratégie de riposte du gouvernement. Le secteur privé est impacté du fait de la fermeture des établissements de restauration, de divertissement. Il y a également ceux qui importaient leurs intrants de la Chine, qui commencent déjà à se poser des questions du fait que des bateaux ne sont pas sûrs d'arriver dans les tout prochains mois. Honorable député Samuel Motte, une question qui n'a pas été évoquée dans les 13 mesures annoncées par le gouvernement, soutenir le secteur privé face à cette pandémie de coronavirus et son impact sur les relations commerciales entre le Cameroun et la Chine et son impact lié au fait qu'on appelle plusieurs établissements de restauration, de divertissement, d'hôtellerie à fermer. Cela fait déjà après tout un week-end important pour ces établissements qui ont fermé et pas de moyens d'accompagnement. Comment expliquer cette situation-là? Mais écoutez, on ferme d'abord. On ferme d'abord parce que les vies humaines en dépendent. Après, maintenant, on ne réfléchit pas à la suite parce que à mourir tous, on n'aura même pas le temps de penser qu'il y a des impacts ici ou là qui ont été négligés. Et effectivement, sur le plan économique, je pense que les impacts seront importants. Regardez tout simplement ce qui concerne le secteur du transport. À partir du moment où vous avez dit aux gens on ne fait pas de trafic entre Douala et Yaoundé, dans un certain nombre de pôles statistiques qui existent, le transport c'est à peu près 8% de la production nationale. Donc vous vous privez de 8% de la production nationale. Là vous orientez votre débat vers le secteur de la restauration. C'est également un secteur qui a un poids économique tout moins prépondérant dans notre système à nous. Mais on ferme d'abord. Après maintenant, on pourra, une fois qu'on a endigué, ou alors pendant qu'on est en train de chercher les solutions sanitaires, on cherchera également par la même occasion des solutions économiques pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir apporter un soutien, notamment aux agents économiques. Je vous signale quand même que depuis que la France qui a été atteinte par le virus là avant nous, c'est hier ou avant-hier qu'on a commencé à annoncer les premières mesures en disant qu'on venait en soutien au secteur économique. Effectivement, ce serait bien également que dans le cadre des solutions qui sont cherchées, que l'on intègre cette problématique-là en disant, au-delà de la pandémie, il y a également la survie du tissu économique qu'il faudra assurer. Mais je pense que ne dites pas de manière aussi péremptoire en disant qu'on n'a pas pensé à ce secteur-là, c'est à l'étude et dans le cadre effectivement d'une concertation globale qui va être menée. Après vous, sur ce plateau, on a un expert des questions économiques et financières. Georges Meka-Bessolo, bonjour. Bonjour, monsieur Noufele. Vous décryptez la courbe de la croissance économique depuis la survenue de cette pandémie de coronavirus dans le monde. Et aujourd'hui, c'est le secteur privé au Cameroun qui
qui affiche son inquiétude. Quel est l'état des lieux? Georges Mekabesolo. Merci. Le secteur privé doit être inquiet et c'est tout à fait normal. Je vais juste donner une illustration. On a déjà plus de 5000 morts au niveau mondial. À 1,70 m en moyenne la taille d'un cercueil, avec 5000 morts, ça fait 8,5 km. C'est-à-dire qu'entre la poste centrale de Yaoundé et l'aéroport de Simalène, ce serait 5 sur 8,5 km, 5000 cercueils qui seraient alignés. Et vu la croissance avec laquelle on peut dire aujourd'hui exponentielle des cas contaminés et identifiés au Cameroun, à 40 à ce jour, selon le Twitter du ministre de la Santé, c'est alarmant. C'est alarmant. On a fermé, dans les 13 commandements du Premier ministre, on a fermé les aéroports, donc le trafic aérien des personnes, de l'entrée des devises, du fret aérien ne passe plus. On a fermé les écoles, donc le transport des taximans et même des bensikineurs qui amènent et accompagnent les élèves. Les restaurants sont désormais fermés, les bars, les snacks, donc ça va impacter progressivement les chaînes de production. Estimer le coût, on n'est pas encore certain, mais sûrement ça va se chiffrer en milliards et il faudrait donc atténuer la perte de ces coûts par le secteur privé, mais en même temps, ma recommandation forte pour le gouvernement parmi les stratégies, c'est de mettre en place un dispositif d'intervention rapide. Sur le plan sanitaire, il est en train de se mettre en place. Sur le plan sécuritaire, il faudra sécuriser les chaînes de valeur de cette production. Et sur le plan de production, l'État pourrait reprendre les importations, les rationner. Parce que on a vu dans d'autres pays comment les gens se sont rués dans les supermarchés. En moins de 3 jours, ils ont vidé les stocks. Combien de stocks de riz nous en avons que nous importons? Combien de stocks de farine? Le gouvernement pourrait, à ce moment-là, afin de minimiser les coûts transactionnels du secteur privé, qui sont parfois élevés sur leurs charges, en plus de la fiscalité, de importer et de distribuer. Ils ont créé la MIRAP, qui devrait jouer ce rôle, qui absorbe déjà les coûts des produits vivriers entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc, il faudrait mettre en place aujourd'hui un bataillon d'intervention rapide économique pour couvrir les risques à venir. Georges Mekabesolo, il y a la question de l'impact, le confinement total qui est proposé par des experts scientifiques afin que les Camerounais restent chez eux dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam, lorsqu'on sait la capacité de productivité et de production économique concernant une capitale économique comme celle de Douala, où un confinement total est proposé. Le gouvernement, le Cameroun, a-t-il les moyens d'aller vers un confinement total au regard des stratégies mises en place par les gouvernements canadiens, américains, qui proposent des packages de 1000 à 500 $ qui vont être distribués aux différents ménages pour leur permettre de survivre durant la période de confinement total qui a été imposée dans ces différents pays-là? Je pense que oui, le Cameroun a les moyens. Il existe actuellement un confinement dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Ça a existé dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Face à cette pandémie, d'autres pays ont déclaré une guerre sanitaire. Nous sommes donc en guerre. S'il faut sauver des vies, et la vie n'ayant pas de prix, nous devons prendre des mesures fortes. Ce matin, l'Italie a annoncé la fermeture totale des outils de production non essentiels. Il s'agirait pour nous et l'adapter à notre contexte. Je pense que on a déjà entendu que les levées de corps ne devraient pas dépasser 15 personnes. C'est révolutionnaire dans le contexte traditionnel africain. Maintenant, il faut sécuriser les routes de production. Ce ne sont que les marchandises qui doivent venir en ville, mais pour baisser les prix des marchandises de première nécessité, l'État doit injecter de l'argent dans le système pour même mettre en place un système de rationnement. J'ai eu le cas d'aller dans la pharmacie, essayer de prendre de la chloroquine, il n'y en avait pas. Mais on m'a dit quelque part que je peux en trouver. Effectivement, il y en avait déjà hors des étagères,
à un prix inflationnel de plus de 15 000 francs, ce qu'on a l'habitude d'acheter à 3 500. Donc, on risque éventuellement des pénuries et des émeutes si l'État n'injecte pas. Alors, à ce propos, docteur Apollinaire Oko, lorsque vous suivez les statistiques données par des économistes et les appréhensions sur les capacités du gouvernement à mobiliser les financements nécessaires pour accompagner la stratégie globale de riposte contre la pandémie du coronavirus, comment vous réagissez? Je réagis en admettant d'abord que c'est tout un autre pan de la lutte, parce qu'il y a bien entendu l'aspect médical qui nous a occupé pendant la première partie, mais il y a également l'aspect économique. Et il faut peut-être rappeler ici que c'est l'État et personne d'autre qui a en premier chef la responsabilité des biens et des personnes. Des biens. C'est-à-dire qu'il est de la responsabilité de l'État de sauvegarder et de garantir que la société des hommes, de sauvegarder les biens des personnes. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si on ne le fait pas, on s'expose à moyen ou à long terme à des conséquences. Vous avez tout à l'heure parlé des hôtels, par exemple, qu'on fermait. Vous avez parlé des mototaximens, des bayam salam, des enfants qui vendent sur les plateaux. C'est avec ces moyens économiques là que ces personnes vivent. Il y a des familles qui ne tiennent que parce qu'au bord de la route, une maman fait du maïs, des beignets. Si on lui demande d'aller se confiner, il y aura nécessairement des conséquences. Donc pour éviter la grogne sociale, pour éviter d'autres méfaits comme la criminalité, c'est une possibilité, eh bien l'État aura la responsabilité d'envisager, soit pendant la crise, soit après, des mesures au moins pour sauvegarder le tissu économique, le tissu industriel. Un tissu économique et industriel fortement marqué par un secteur informel. Edmond Kangia, au moment où des propositions sont faites pour un confinement total des Camerounais pour sauver les vies et réduire les risques élevés de propagation de cette pandémie de coronavirus au Cameroun, au moment où la France, elle, injecte près de 300 milliards d'euros avec des montants plus importants pour les États-Unis, pour le Canada, afin de soutenir les entreprises américaines, soutenir les Américains qui seront certainement victimes de mise en chômage technique du fait de la pandémie de coronavirus. Le Cameroun peut-il emprunter cette voie? Oui, le Cameroun est obligé d'emprunter cette voie pour sauver le tissu économique et social, notamment à travers un soutien aux entreprises. Il me semble que le moment est venu pour l'État d'entreprendre une véritable concertation avec les groupements professionnels, avec le GICAM par exemple, qui a formulé, il faut le dire, depuis 4 ans des doléances par rapport à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je pense que c'est l'occasion de faire une mise à jour de ces doléances-là en tenant compte de la maladie du coronavirus et pour que l'État sache qu'effectivement il y a un impact économique et financier sérieux dans cette nouvelle guerre. Parce que nous ne sommes plus dans la guerre interne, que j'appellerais la guerre dans le Nozo, mais dans une guerre mondiale, où le Cameroun est également concerné. La guerre contre ce virus qui fait tant de maux à travers le monde, qui fait des morts par milliers. Nous sommes à quelques cas seulement. Mais il faut que des mesures soient effectivement concertées avec tous les responsables dans les groupements professionnels, économiques et financiers pour qu'on puisse en sortir. Mais il est évident, comme cela se passe un peu partout en France et ailleurs, que l'État doit mettre des moyens financiers forts, soutenus, pour que l'économie ne puisse pas donner des conséquences telles qu'on en arrive à une situation où il y ait des millions de pertes d'emplois. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest l'a déjà annoncé à travers l'injection de plusieurs centaines de millions de francs CFA pour soutenir les économies d'Afrique de l'Ouest. Avec vous, honorable député Samuel Motte, vous savez que le tissu économique camerounais est essentiellement constitué des entreprises qui sont dans le secteur informel, des petites entreprises, des petites structures. Face à ces décisions de confinement total, d'interdiction d'activité économique pour éviter les mouvements des personnes, des mouvements susceptibles de procéder à une contagion ou visant à éviter les risques élevés de contagion. Comment faire avec ce secteur informel pour le préserver de l'impact économique de cette pandémie de coronavirus, tout en déployant une stratégie de lutte sur le plan sanitaire? Je vous ai dit tout à l'heure,
je pense que au moins on ferme d'abord, on réfléchit par la suite. On ferme d'abord, on réfléchit par la suite parce que, à pouvoir penser que nécessairement, tant qu'on n'a pas trouvé une solution d'ordre économique qui puisse permettre de sauvegarder l'ensemble des équilibres que nous connaissons avant la pandémie, on ne fera rien. Ce serait totalement catastrophique. Mais là encore, vous êtes parti sur une comparaison qui m'a plus ou moins heurté. Vous ne pouvez pas comparer la société américaine et celle camerounaise. C'est des sociétés qui ont des modèles de vie totalement différents. La société occidentale n'est pas celle africaine. C'est plus ou moins admis que lorsque vous vous réveillez le matin dans un pays occidental et que votre porte-monnaie est totalement vide, vous devez savoir que vous êtes totalement en perdition. Nous avons toujours trouvé, et Dieu merci, un certain nombre de ressources à travers notre fonctionnement propre. Nous avons toujours trouvé des ressources pour tout au moins pour pouvoir survivre. Mais là également, Monsieur Abosolo vous a donné une formule tout à l'heure qui m'a beaucoup amusé. Si nous avons accepté aussi à bon gré le confinement lorsque la guerre a éclaté au nord-est et au sud-ouest, on peut également se permettre que l'on puisse envisager pour le bien de tout le monde qu'il y ait une certaine sorte de confinement sans toutefois qu'il y ait nécessairement un appui. Mais vous avez perçu l'impact social et économique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de ces journées villes mortes et des couvre-feux qui ont été mis. Je n'ai pas fini. Et très bien de le reconnaître aujourd'hui. Notre position à nous à l'époque, c'est de dire n'allez pas dans ce chemin-là parce que les conséquences vont être terribles. Et dans le cadre effectivement de ce que nous envisageons aujourd'hui, on acceptera d'abord le confinement. Après maintenant, on espère que l'État pourra trouver des ressources nécessaires pour pouvoir envisager des formes de soutien financier pour des gens qui seront notamment dans une situation de délicatesse. Je ne peux pas considérer qu'on puisse ne pas l'envisager. Mais pour l'heure, la solution, ce serait effectivement que l'on sauve le Cameroun sur le plan sanitaire, après maintenant les conséquences économiques, parce qu'à mourir tous, on ne parle là même pas d'économie. Et donc pour cette raison-là, effectivement, s'il y a des solutions que l'on puisse envisager dans ce cadre-là, il faudra les envisager. Moi, je pense que c'est important parce que, à la limite, même si nous survivons à cela et que nous nous acheminons par la suite vers une récession, ce ne serait pas également le but recherché dans le cas d'espèce. Mais essayons d'aller posément également en essayant là également, mais pour le cas du nord-ouest ou du sud-ouest, je pense quand même que l'ensemble des gens qui ont été chargés de l'évaluation des conséquences ont été, je veux dire, ont beaucoup versé vers une certaine sinistrose qui a été démentie par notre résilience économique par la suite. Là également, ce que je pense là également, il faut accentuer sur le fait que la réponse sanitaire elle est plus importante. Si nous confinons pendant 2 semaines et qu'on a traversé, je veux dire, cette bourrasque-là, je pense que 2 semaines de manque à gagner économique peut être totalement supporté. Maintenant, si on commence à se dire, tant qu'on ne nous a pas apporté des solutions économiques à pouvoir nous compenser, faire des compensations sur ce que nous avons perdu, ça peut durer 6 mois, et 6 mois d'arrêt d'activité dans une nation comme la nôtre, ce serait totalement terrible. Georges Mekabesolo, sur les limites de cette stratégie de financement et d'accompagnement de la stratégie de lutte sur le plan sanitaire contre la pandémie de coronavirus, au-delà des questions sanitaires, ces questions économiques restent préoccupantes et le secteur privé a le sentiment que le gouvernement n'a pas encore pris en compte leurs préoccupations. Vous savez qu'il y a beaucoup d'importateurs, beaucoup d'entreprises qui ont besoin des intrants venant de la Chine, beaucoup de commerçants également qui ont dû changer de fournisseur et qui font face à une flambée des prix des produits qui sont exportés depuis l'Asie pour être vendus au Cameroun. Dans ce contexte-là, que faut-il faire concrètement? L'État, il y a 2 variables importantes. L'État, le secteur privé. Le secteur privé lui-même doit se mettre en mode de bataille. Ils doivent avoir un plan de contingence aujourd'hui, de pouvoir travailler 24 heures sur 24 pour assurer justement l'approvisionnement des biens. Ce plan doit être présenté justement au gouvernement sur la base de leurs recettes fiscales et de leurs paiements douaniers au terme de ces 5 dernières années qui sont connus par les services spécifiques. On peut réaménager certaines dispositions de la loi des finances de 2020. On peut accorder davantage d'exonération ou l'État pourrait même préfinancer certaines importations parce que la Chine fermée aujourd'hui au marché mondial, c'est une inflation du prix des intrants pour tous les pays. Donc il y a une compétition qui se fait. C'est pas pour rien que le Maroc a décidé d'acheter tous les stocks
de chloroquine de Sanofi qui est basé chez eux, comme un exemple d'action proactive d'une intervention d'un bataillon d'intervention rapide économique. Nous devons aller dans ce sens. Donc il est plus que jamais urgent que justement les groupements patronaux et l'État se retrouvent sur une table et envisagent un plan d'action qui va apporter non seulement un sacrifice pour l'État, le secteur privé, et doit être supporté par tous les citoyens camerounais. La préoccupation majeure reste les règles d'hygiène à respecter, l'attitude que les Camerounais doivent adopter face à cette pandémie de coronavirus. Docteur Apollinaire Oko, quel message adresser aux Camerounais au moment où ils font face à cette pandémie de coronavirus, 40 cas positifs d'ores et déjà déclarés, venant essentiellement des personnes qui étaient des passagers des différents vols venant de l'Europe. Quel message de sensibilisation et d'éducation des Camerounais? Le message que je peux passer, c'est qu'il y a devant l'épidémie fulgurante du Covid-19 une responsabilité collective qui nous a occupés pendant un certain temps et une responsabilité individuelle, effectivement. C'est-à-dire que chacun doit savoir que son attitude, son comportement déterminera non seulement sa santé à lui, mais également la santé de son entourage, de ses enfants, de ses parents, de sa femme, ainsi de suite. Et il y a en cela des mesures qui ont été rendues publiques par l'OMS notamment et d'autres organisations qui font que nous devons tout faire désormais à partir de maintenant pour nous montrer respectueux des méthodes d'hygiène élémentaires. Se laver les mains et encore se laver les mains. Ne pas se fatiguer de le faire. Parce que même s'il faut en arriver à laver les mains 50 fois par jour, il faut le faire chaque fois que cela est possible. Ensuite, se laver les mains avec du savon. Oui, du savon et de l'eau coulante. De l'eau coulante, pas de l'eau qui est stagnante. De l'eau coulante. C'est très important, cette précision-là. Ensuite, se doter des solutions hydroalcooliques pour entretenir les mains, pour éviter que les mains soient infectées. Et enfin, lorsqu'on a des symptômes, d'abord, notamment la toux, il faut tousser soit dans le coude, dans le pli du coude, soit alors dans un mouchoir jetable qu'on prend la peine de jeter bien après. Mais aussi avoir la responsabilité personnelle d'appeler le 1510, le numéro vert qui a été mis en circulation par le gouvernement, pour appeler et demander à ce que, au vu des signes qu'on présente, on pense peut-être qu'on est atteint de la maladie et qu'on voudrait bien une prise en charge. Donc, savoir que en se protégeant, on protège les autres et en protégeant les autres, on se protège. Donc, il y a cette responsabilité personnelle là qui est importante et qui doit être complétée par la responsabilité collective de l'État. Alors, au niveau de la représentation nationale, à l'Assemblée nationale, Samuel Motte, on n'a pas jusqu'aujourd'hui perçu une mobilisation, un engagement des députés à sensibiliser les Camerounais sur cette question. Qu'est-ce que vous faites là-bas au Palais des Verts de Guayaquil? Mais c'est ce que je faisais tout à l'heure, chaque fois que vous m'avez retiré la parole. Je pense qu'effectivement, c'est bien ce que je vous expliquais. Nous qui sommes dans les devants de la scène, notre responsabilité première, c'est de faire de l'éducation, de l'information et de la communication. Après, maintenant, quand on est en face d'un ennemi aussi redoutable comme celui-là, nous taisons nos différences. Après, une fois que nous avons passé la bourrasque. Et que devrait faire l'institution où vous êtes l'un des éminents membres? L'institution communique à dire effectivement qu'il y a des institutions gouvernementales qui sont données. Il faut les respecter à la lettre, mais également, au-delà d'être à l'intérieur de l'institution, nous sommes également des pères et des mères de famille et nous participons, nous vivons également à l'intérieur d'une société dans laquelle nous pensons que nous avons un rôle central à jouer en tant qu'homme public. Nous devons donner, effectivement, être portés sur les conseils que les uns et les autres doivent respecter parce que, autrement dit, la société va aller à volo. C'est une responsabilité première. Elle n'est pas seulement d'ordre politique, elle est également d'ordre social. Elle implique vous qui êtes communicateur, mais également non seulement communicateur comme étant également un citoyen, mais elle implique également l'ensemble des panélistes qui sont sur ce plateau à pouvoir chercher des solutions et à pouvoir être aux côtés des populations pour pouvoir leur dire, écoutez, il y a quelque chose de grave qui est en train de nous arriver, il y a des précautions nécessaires à prendre. Je voulais terminer là également. Je veux dire, quand on parlait notamment tout à l'heure de compensation, en réalité, il faudra beaucoup plus dire des aides parce que les conséquences économiques en la matière ne sont pas estimables à la date d'aujourd'hui parce que rien que la récession qui va s'engager au niveau du plan mondial
va faire en sorte que les industriels qui sont chez nous vont perdre de l'argent. Vous ne pouvez pas dire aux gens parce que la Chine s'est très mal portée à cause de la pandémie et que donc ça a posé un ralentissement de la croissance mondiale, on doit vous compenser pour cela. Mais là aussi, c'est des efforts personnels qu'il faut faire. Parce que lorsque vous êtes engagé également dans le monde des affaires, vous devez savoir également qu'il y a des moments de joie, mais également très souvent aussi. C'est d'ailleurs ça qui justifie la plupart des bénéfices qu'ils engrangent au quotidien. Parce que lorsque vous êtes dans un monde risqué comme celui-là, on pourrait également envisager que vous devez être récompensé tout au moins à la hauteur de l'ensemble des risques que vous assumez. Et donc, parmi les risques aussi, il y a le risque, par exemple, que votre boutique puisse brûler un jour. Il y a le risque également qu'une pandémie puisse venir ravager votre cheptel bovin, mais également il y a cette pandémie-là qui peut faire également qu'à un moment donné, que votre activité puisse être arrêtée. Après vous, Georges Meka, à Besselo, au moment où les Camerounais sont confrontés à cette pandémie de coronavirus et qu'il y a des appels des scientifiques qui étaient présents sur ce plateau, des médecins à un confinement total, quelle attitude devraient-ils adopter, notamment ceux, surtout, qui sont revenus de l'Europe et qui n'ont pas toujours respecté les mesures de mise en quarantaine pour éviter d'être en contact avec leurs proches et de les contaminer? Bien, je pense qu'on doit tous respecter les 13 commandements du Premier ministre pour lutter contre cette pandémie, mais aussi les mesures prises par le ministère de la Santé. Ce qui m'a choqué, c'est justement l'absence d'exemplarité qui a été constatée sur le terrain. Il faut qu'on soit des exemples pour qu'on croie aux politiques que nous mettons en place. Et lorsque vous demandiez ce que fait l'Assemblée nationale, je pense que nous avons voulu la décentralisation. Il est temps que les députés et les maires nouvellement élus repartent vers leur base, justement, informer, visiter les centres de santé et sur les 8 millions qu'ils viennent ou ils s'apprêtent à toucher, qu'ils achètent des solutions hydroalcooliques ou des savons antiseptiques, mettent des forages en place pour que les populations en bénéficient. Et je voudrais dire comme Jean-Michel Cancan, famille, est-ce que vous avez entendu donc voilà. Après vous, Edmond Kamgia, sur le message de sensibilisation au moment où le Cameroun enregistre 40 cas de Covid, 40 cas positifs de Covid-19, quel message adresser aux Camerounais et quelle interpellation faire au gouvernement qui est chargé d'implémenter la stratégie de riposte face à cette pandémie? Aux populations, il s'agit de respecter scrupuleusement les mesures qui ont été prescrites par le gouvernement et particulièrement par l'OMS. Les appliquer à la lettre. Maintenant, au gouvernement, il s'agit de dire que le gouvernement et son Premier ministre puissent agir de concert, mais que l'ensemble des entités de l'État puissent travailler également de concert pour rendre effectives et efficaces les mesures sur le terrain. Parce que si certaines entités étatiques ou des personnalités de l'État estiment que ces règles ne les concernent pas, vous voyez, ça pose un réel problème. Et ça crée une confusion, une cacophonie qui fait en sorte que les populations même se posent des questions. C'est dire que ces mesures concernent tout le monde. Que l'on soit le petit citoyen ou la plus haute autorité de l'État. Parce que cette maladie ne choisit pas. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Dr Apollinaire Oko, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, Edmond Kamgia, d'avoir participé à ces échanges. Merci également à vous, messieurs, Samuel Maud, député RDPC, et Georges Meka à Besselo, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Elle était réalisée en direct de Yaoundé. Merci de rester sur Equinox Télévision.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water.